3. Ou on fait 1, 2, 3 et on y va. On y va à 3. 3, oui, d'accord. 1, 2 et ensuite 3. Oui, Oui. d'accord. T'es prêt? D'accord. À 3. 3. 1, 2, 3. Bienvenue à toutes et à tous sur Actionneur, le podcast dédié aux films d'action et d'aventure. Ce second numéro est consacré à Mission Impossible, la série où Tom Cruise est à la fois producteur, acteur et cascadeur. Pour allumer la mèche de ce nouvel épisode, je suis accompagné par l'esthète des explosions, Thibaut. Salut Thibaut. C'est moi. Je suis l'esthète des explosions et je suis très content d'être ici. Merci beaucoup David pour cette invitation. Donc comme je l'ai remarqué dans mon introduction, difficile de dissocier Mission Impossible de Tom Cruise. En tant que producteur, il est à l'origine de la résurrection de cette franchise. Il a fait d'elle son support publicitaire tout autant que sa béquille pour soutenir sa carrière. Est-ce que tu penses que Tom Cruise aurait tenu aussi longtemps s'il n'avait pas eu Mission Impossible ? C'est difficile à dire, mais je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, je trouve que l'idée de béquille est super intéressante parce que souvent entre deux Missions Impossibles, il traverse... Alors jamais le désert parce que ça reste Tom Cruise, il y aura toujours des gens pour lui proposer des trucs et il a assez de pouvoir pour pouvoir faire des trucs intéressants. Mais effectivement, je pense que la franchise l'a maintenu en fait à un niveau de star power permanent en fait. C'est-à-dire que même les Missions Impossibles qui sont moins bons ou qui ont moins bien marché au box-office, etc., l'ont rappelé, je pense, au bon souvenir des spectateurs à des moments un peu clés de sa carrière. Je pense que quand même Mission Impossible, la 3 l'a quand même sauvé du bad buzz qu'il y a eu à la suite de l'émission d'Oprah Winfrey où il fait n'importe quoi. Effectivement. Où même Steven Spielberg était en colère contre Tom Cruise parce que donc cette histoire est sortie à l'époque où il faisait la promotion du film de Spielberg, La Guerre des Mondes. Mm-hmm. Et donc je pense que Mission Impossible a permis de rester à niveau tout le temps, et je pense que c'est ce qui revigore et ce qui maintient sa carrière, parce qu'aujourd'hui, autant dans les années 80, il était de tous les grands films, et c'est quand même un acteur qui a eu toute l'intelligence de travailler avec des très très grands réalisateurs. Qui peut se targuer d'avoir travaillé avec Stanley Kubrick, John Woo, Brian De Palma, Michael Mann, enfin il y en a assez peu, et qui ont réussi à faire aussi des succès comme Top Gun ou Jour de tonnerre ou Rain Man. Mm-hmm. Donc, mais aujourd'hui quand même, sans Mission Impossible, c'est quand même un acteur qui est pas forcément sur les gros coups et qui a assez peu de gros succès, à part peut-être Edge of Tomorrow dernièrement, mais c'est pas forcément... qui a presque été un succès surprise d'ailleurs par rapport à ce que les gens attendaient à l'époque, si je me souviens bien, avec Doug Liman à la réalisation et cette espèce de film de SF militaire avec Tom Cruise qui joue souvent le parfait soldat. J'avais pas l'impression que ça hypait beaucoup plus les gens, et moi le premier, j'ai été soufflé par ce film, donc merci Mission Impossible et quelques autres films de me donner du bon Tom Cruise de temps à autre. Et d'ailleurs, quel est ton rapport avec Tom Cruise ? Pour moi, ça a toujours été cette immense star du cinéma d'action, parce que quand j'étais petit, ça faisait vraiment partie de mes héros, quoi. Comme tu regardes en fait les acteurs et les personnages comme la même chose parce que t'es gamin et que tu fais pas forcément la différence. Donc je vivais un petit peu déjà dans le passé parce que j'adorais Harrison Ford, et c'est pour ça que j'ai vu des films comme Le Fugitif ou ce genre de trucs alors que j'étais tout petit, juste parce que c'était Harrison Ford sur la jaquette et que j'avais voulu voir ce film. Et Tom Cruise, j'avais un petit peu le même rapport, c'est-à-dire qu'en plus, dans les années 90, il n'y avait pas encore la franchise Mission Impossible telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais je regardais souvent Top Gun et un autre film que tu as cité tout à l'heure, Jour de tonnerre, qui est très cher à mon cœur. Ah, moi aussi, j'adore ce film. Qui, aux grandes dames de mes parents, était un film que je citais beaucoup petit, donc en français, bien entendu. Mais voilà, je trouve, j'ai revu ce film... il y a longtemps maintenant, et je me souviens que j'étais là, mais comment j'ai pu aimer, enfin c'est plus ou moins Top Gun mais version course de NASCAR, ouais. Tu vois, c'est quasiment le même film, mais faudrait que je le revoie parce que je sais que c'est un film, j'ai pas de nostalgie pour ce film, mais je sais que notamment au regard de mes parents, et ça me fait toujours marrer de
de me voir à travers leurs yeux, tu vois, de dire bah quand t'étais petit, tu reconstruisais les bagnoles en Lego, quand t'étais sur un vélo ou en bagnole, tu citais les trucs, enfin. Du coup, ouais, ça fait partie de ces films qui ont un petit peu forgé mon imaginaire. Et puis le premier Mission Impossible aussi, qui est pourtant pas forcément un film très kid-friendly comme peuvent l'être, par exemple. Alors je dis pas ça parce que c'est Brad Bird à la réal, mais je trouve par exemple que Mission Impossible 4, c'est un film qui est globalement très large public, quoi. Donc où il n'y a pas, j'ai l'impression, énormément de violence ou de scènes trop intenses, etc. Ah ouais, la scène du parking. Ouais, mais c'est jamais qu'un combat entre. Quand même. Ouais, elle est un petit peu gore, mais c'est jamais qu'un combat entre un méchant et un gentil, si tu parles de la scène de fin en tout cas, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais je sais que du coup, le Mission Impossible 1, je le rematais beaucoup quand j'étais petit, sur la fin des années 90, alors que globalement, c'est pas un film qui était bourré d'action ou ce genre de choses, mais c'était mon kiff de remater notamment la scène où il allait chercher la fameuse liste dans ce superbe décor inspiré de 2001, tracté par des câbles. J'adore cette scène, je la trouve extraordinaire, et j'avais même reconstruit la pièce vaguement en Lego avec une grue. Dans les Lego, il y a ces petites grues avec la petite corde, et du coup voilà, j'accrochais une figurine à la corde et je la faisais descendre très lentement. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas acheté cette mini-figure de Ethan Hunt qui existe grâce à Lego Dimensions, mais il faut que je le fasse. Voilà. C'était mon rapport à Tom Cruise, c'était long, hein. Ouais, bah moi j'ai à peu près le même, hein. J'ai grandi dans les années 80, Tom Cruise c'était... Un dieu. Ouais, c'était presque l'acteur que tu voyais tout le temps, c'est-à-dire que tous les grands films, tous les films à grand spectacle, il était là, il était tout le temps présent d'une certaine manière, plus que n'importe quel autre acteur. J'arrive pas à fixer un autre nom d'acteur plus important que lui à une certaine époque. En tout cas, au début des années 80, l'époque Top Gun et tout ça, j'arrive pas... parce que Dennis Quaid, c'était pas ça, même si j'adore l'aventure intérieure. Après, donc, il y a eu l'ère Brad Pitt, mais je trouve que Brad Pitt, par exemple, en termes de carrière, il y a là aujourd'hui, après les Oceans, d'une certaine manière, j'ai pas l'impression qu'il est vraiment au sommet. Bah, on le voit moins souvent aussi. Après, moi je te dis, la seule chose, et je le compare aussi par rapport à mon propre biais qui est celui de mon enfance, mais je compare vachement à Harrison Ford qui à un moment enchaînait des rôles à la Harrison Ford, quoi, en fait, où c'était presque créé pour lui, mais c'était pas aussi concentré et je pense sur plusieurs, un plus grand nombre d'années, quoi. Donc après, je suis pas hyper calé sur les dates des films cultes d'Harrison Ford et de comment ils se sont enchaînés, etc. Mais il me semble qu'à un moment, il a eu un peu cette place-là dans le public, en tout cas américain, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut considérer que Indiana Jones, comme Mission Impossible, c'est le véhicule de Tom Cruise, Indiana Jones, c'était le véhicule d'Harrison Ford, plus que les séries Jack Ryan. Mm-hmm. Parce que Harrison Ford pouvait en tout cas exister et revenir sur le devant de la scène avec un Indiana Jones. D'un autre côté, il n'y en avait pas eu tant que ça. Et puis le dernier a bien saccagé c'est clair, sa crédibilité. Exactement. Là où Tom Cruise n'a jamais, en tout cas les Missions Impossibles n'ont jamais vraiment été mauvais. Non. Bon, on sait que Mission Impossible est truffée de gimmicks. Mm-hmm. Et donc ils reviennent quasiment à chaque fois, sous une forme ou sous une autre. Et donc plutôt que de les lister, je vais proposer un petit jeu plutôt que le sommaire questionnaire. Allons-y. Car comme un atémie bien senti derrière la nuque, les quiz peuvent frapper n'importe quand. Allô ? Oiseaux d'un même nid, gorées d'une même portée. Le chat et la souris, comme moi, vont jouer. Très joli. En vert en plus. Alors t'es prêt ? Ouais, allons-y. Le quiz est présent. Allez, on y va. Alors quel est le seul film où Tom Cruise ne court pas ? Dans la série Mission Impossible ou en général ? Non, on reste dans Mission Impossible, évidemment. Autrement, il court tout le temps. Le seul film où Tom Cruise ne court pas, alors déjà pas le 3 parce qu'il y a cet énorme travelling très très long dans Shanghai. Ah, j'adore cette scène. Est-ce qu'il court dans le 2 ? Je suis en train de me demander si c'est pas dans le 2. Parce que dans le 4 c'est sûr qu'il court, dans le 5 aussi, et dans le 1 il me semble qu'il court au moins pour aller sur le pont de Prague, donc je dis que c'est le 2. Exactement, c'est le 2. Ah, je suis fort. Yes. Allez, 1 point, yes. Alors, quel est le film de la série où Tom Cruise n'est pas considéré comme une espèce de traître pour l'IMF ou le pays ?
Du coup, il me semble que c'est le. Je crois que j'ai noté ça dans mes notes, mais c'est de la triche. Alors, du coup, dans le 1, c'est le cas. C'est le 2, en fait. Oui, c'est ça, c'est le 2 aussi. C'est aussi le 2. Ok, normal. Donc, quel est le film où les gadgets les marchent le moins? C'est dur à dire, mais c'est le 4, non? En tout cas, j'ai le souvenir de ce gant qui se décolle qui me fait vraiment flipper. Tout le film de Brad Bird, c'est génial. Ouais, il y a un vrai jeu sur les gadgets, mais on va en reparler, j'imagine. Donc, dans quel film Ethan Hunt n'est pas accroché à un filin ou à une corde, même improvisée? Je crois que c'est dans le 5. Non, aucun. Aucun? Question piège. Ouais. Ah, question que piège. tu sais, dans le dernier, t'as l'opéra. Exactement, il descend de l'opéra avec. Bien joué. Ah, je me suis jeté trop vite dans le piège. Alors que je sais que j'ai lu cette anecdote et qu'au final, le gimmick, ils l'ont dit non, à un moment, ils jouent avec les différentes. Les projecteurs qui montent et qui descendent grâce au filin. Et effectivement, ils s'enroulent autour de ce filin. Puis même, ils descendent de l'opéra avec un drapeau, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, avec une corde, ce qui rattrape une corde. Donc, quel est le film où Ethan Hunt ne se confronte pas physiquement avec l'antagoniste principal? Du coup, techniquement, ça va être le 5, je pense. Exactement, le 5. Ouais. Même si bon, ils se touchent pas, quoi, mais ils sont très proches à un moment du film, on va dire, pour ceux qui l'ont pas encore vu et qui écouteraient ce podcast. Ah, il faut le voir en plus, c'est vraiment il faut absolument le voir. Donc, Mission Impossible, c'est Tom Cruise, mais c'est aussi une affaire de réalisateur. Exact. Et donc, je voulais poser une question en rapport avec les 1. Est-ce que tu penses que Tom Cruise serait soluble dans un film de Shane Black? J'ai trouvé que c'était une super bonne question, déjà pour une simple raison de fil rouge entre les podcasts qu'on a pu faire, mais aussi parce que par rapport à l'actualité et l'actualité dont on traitait dans le premier numéro, par rapport aux carrières relatives, respectives de Quentin Tarantino et Shane Black. Et en fait, il y a cette rumeur assez persistante qui voudrait que Tom Cruise joue dans le prochain Tarantino, qui est un des grands réalisateurs qui lui manque quelque part. Et je suis pas persuadé qu'il finira sa carrière sans Tarantino. Je pense vraiment qu'il va finir par jouer avec lui, mais il y a cette rumeur comme quoi il pourrait jouer un juriste dans le film. Alors après, vu qu'on n'entend pas beaucoup parler et que le film est censé bientôt partir en tournage, si c'est pas déjà le cas au moment où sort ce podcast, je sais pas si ce sera le cas. Mais du coup, pour revenir avec Shane Black, je me suis dit carrément, et d'autant plus que Robert Downey Jr. Est peut-être l'un des rares acteurs aujourd'hui avec The Rock à avoir des chèques qui rivalisent avec ceux de Tom Cruise, quoi. Et quelque part, même s'il est limité à un seul rôle, enfin, on peut aussi compter Sherlock, mais Iron Man, j'ai l'impression qu'il y aurait un peu cette idée de personnage avec un ego tellement développé qu'il y a déjà une histoire à raconter, tu vois. Alors je dis pas que, comme on le disait dans le précédent podcast, Tom Cruise pourrait jouer Shane Black dans un biopic de Shane Black sur sa propre vie, mais il y a un truc comme ça qui fait que c'est déjà des franchises à eux-mêmes, ces mecs, et il y a un truc à raconter autour d'eux, tu vois. Et je pense qu'un type comme Shane Black aurait beaucoup de choses à dire sur ce Tom Cruise qui est plus ou moins l'équivalent pour nous, et on le voit bien en parlant de notre enfance, de ces héros pulp à lui, quoi. Donc moi je pense qu'il serait carrément soluble, et je donnerais cher pour voir ça, pour te répondre honnêtement. Ouais, moi je sais pas si il a pas vraiment le phrasé qui marcherait, Tom Cruise. Peut-être que je me trompe, hein. Après il a joué dans Magnolia, il a joué aussi dans le film avec Robert Downey Jr. Le nom m'échappe, Panique sous les tropiques ou quelque chose comme ça. Tonnerre sous les tropiques, ouais. Et du coup, il joue un producteur, et j'allais y venir, complètement déjanté. Et je pense qu'il a aussi quelque part besoin de. Tu disais tout à l'heure aussi qu'il a bossé avec Michael Mann. C'est un mec qui l'a vraiment mis au défi, tu vois, de créer quelque chose d'autre avec sa stature. C'est-à-dire que, par exemple, je trouve que Tom Cruise dans Collateral, ça n'a rien à voir avec Tom Cruise dans Mission Impossible. Et ça prouve que le mec a une range, une palette d'acteurs énorme,
mais que quelque part il se contente aussi souvent de faire du Tom Cruise parce que ça marche, parce que c'est ça qui l'amuse, quoi. Mais j'aimerais beaucoup voir un Shane Black lui dire attends, mon phrasé c'est ça, et quelque part tu dois t'y faire, tu dois recréer un personnage là-dessus. Et je pense qu'en ce moment il aime bien écailler un petit peu son image, hein. J'ai pas vu Barry Seal, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit justement, vu qu'il jouait un peu cette espèce d'anti-héros, qu'il commençait à expérimenter des trucs. Et moi je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un Tom Cruise chez Tarantino ou chez Shane Black. Ça pourrait être intéressant de le voir un petit peu sortir de sa zone de confort. Good morning, Mr. Phelps. This is your mission should you choose to accept it. Should you or any member of your IM force be caught or killed, the Secretary will disavow all knowledge of your actions. Ethan Hunt will be your point man as usual. Good luck, Jim. Donc Mission Impossible est le premier film donc produit par Tom Cruise et Paula Wagner. Donc, pour remettre Paula Wagner, c'est une actrice ratée qui s'est reconvertie en tant qu'agent. Et donc c'est elle qui arrive à décrocher les premiers rôles de Tom Cruise, donc notamment The Outsider de Francis Ford Coppola, puis Top Gun qui va lancer la carrière de Tom Cruise. Et donc ils vont s'associer dans les années 90. C'est eux qui vont produire donc le film Mission Impossible. Et donc ils contactent Brian De Palma, qui s'empresse de dire oui parce que à l'époque il était dans le creux de la vague, pour ainsi dire. Ouais, il avait besoin d'un succès. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, il dit qu'il a accepté pour avoir un succès commercial. Et donc, Brian De Palma, pour la réalisation de ce film, s'arroge les services du scénariste avec lequel il avait travaillé sur L'Impasse, avec Al Pacino. Et donc, tous deux commencent à créer le film, à travailler dessus, jusqu'à ce que la Paramount donne son feu vert. Et la Paramount dit oui, d'accord, Brian De Palma, tu filmes, non, le scénariste, tu viens. Et parce que Tom Cruise a dû sans doute imposer donc Robert Town, qui était un scénariste avec lequel il avait déjà travaillé sur La Firme et Jour de tonnerre. Et donc, évidemment, Brian De Palma n'est pas hyper ravi. Et d'ailleurs, dans la vidéo, je crois que c'est Carlotta qui a sorti un super coffret sur une interview de Brian De Palma qui raconte donc cet événement et qui disait que pour ménager, parce que donc il va lancer donc la production du film, le problème c'est que le scénario et les scènes étaient prévus pour se dérouler, et donc toute la pré-production était déjà en marche. Et le problème, c'est que ce que lui proposait donc le nouveau scénariste ne fonctionnait pas par rapport à ce qui était déjà en pré-production. Et donc, il a fait appel. Et donc, évidemment, il a commencé à râler et à demander à ce qu'on rappelle David Koepp. Et donc, David Koepp a été réengagé sur le projet. Et pour ménager les deux égos, chaque scénariste était dans un hôtel à l'opposé l'un de l'autre. Et Brian De Palma était obligé de faire la navette entre les deux pour récupérer les scripts pour pouvoir continuer à faire avancer le film. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que l'opposition entre Robert Town et Brian De Palma se joue aussi sur la fin du film. Robert Town voulait une fin plus intimiste où les gens révèlent leur vrai visage, on découvre qui est le traître, et ainsi de suite. Et lui, Brian De Palma, il voulait évidemment la scène du train poursuivi par l'hélicoptère. Et heureusement qu'il a su imposer la scène du train, parce que d'une certaine manière, c'est l'une des marques, l'un des... c'est l'une des scènes fortes du film, quoi. Ah bah oui, et puis de toute façon, enfin, qu'est-ce qu'on retient de Mission Impossible ? C'est bien ça. Ça et la scène de Tom Cruise suspendu. Exactement. Il y a deux scènes fortes qui vont marquer, mais qui vont marquer... au-delà de cinéma, c'est carrément devenu... aujourd'hui, on dirait un mème. Ouais, c'est carrément un mème. Puis en tout cas, ça l'est pour la franchise. C'est-à-dire que c'est une sorte de... Ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que le film
les idées des scénaristes ne correspondaient pas forcément à ce qu'il y avait déjà en place. C'est un truc qu'on va retrouver dans beaucoup de pré-productions des films, c'est-à-dire que Tom Cruise ou un réal ou un scénariste ou même Paramount et les cadres de Paramount eux-mêmes ont fixé un certain nombre d'idées et de scènes d'action, et quelque part après ils se démerdent pour articuler l'intrigue entre ces scènes d'action qui bougent pas forcément ou vont juste peut-être se déplacer dans le film, mais doivent être là, quoi. Donc quelque part la tradition à la vie dure. Et donc j'ai une question. Où mettre Mission Impossible 1 dans la filmo de Brian De Palma et dans celle de Tom Cruise? Dans celle de De Palma, c'est un peu bizarre, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un mec qui avait besoin d'un vrai bon film, un succès commercial, à un moment clé de sa carrière. Donc je pense qu'il est important pour lui de ce point de vue-là. Et pour Tom Cruise, c'est je pense l'un des rôles qui va, comme on disait tout à l'heure, définir sa carrière, celui de Ethan Hunt. Donc je pense qu'il est super important par rapport à ça. Et puis c'est là aussi où il commence à devenir, peut-être il l'était déjà un petit peu avant, je suis pas forcément hyper calé sur sa trajectoire et ses jeux de pouvoir à Hollywood, mais il arrive en puissance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées qu'il va imposer au scénario, notamment par exemple la scène du restaurant. Je crois que la façon dont est filmée aussi la fin de la course-poursuite entre le TGV et l'hélicoptère est une idée de lui. C'est vraiment lui qui voulait être propulsé comme ça, etc. en avant. Donc il avait vraiment plein d'idées en tête et il arrive à les mettre dans un film. Ce qui devait peut-être déjà arriver par le passé, mais j'ai l'impression que c'est aussi à ce moment-là où Tom Cruise, en tant que producteur, même si je sais plus, il a déjà le titre sur le premier film, je sais plus. Mais, si, ouais, le producteur, j'ai dit. Donc c'est ce Tom Cruise en tant que producteur qui va vraiment apprendre à construire un petit peu les films autour de ses envies. C'est en ça que je pense qu'il est important pour lui. Effectivement, pour moi aussi, je pense que alors c'est paradoxal, parce que dans la filmo de Brian De Palma, c'est son plus gros succès. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'en aura pas fait d'autres, mais d'un autre côté, c'est quand même moins marquant que Scarface, que L'Impasse. Mais d'un autre côté, c'est quasiment des films qui sont tous antécédents à l'époque de Mission Impossible, parce qu'au jour d'aujourd'hui, sa filmographie est quand même beaucoup, beaucoup plus faible. Ouais, effectivement. Mais c'est vrai que ça a cette drôle de place de hit suprême de sa filmo, et étrangement, non, du coup, c'est pas vraiment étrange, mais du coup, il voulait son hit et il l'a eu, quoi. Mais il l'avait eu déjà auparavant avec Les Incorruptibles. Mais là, c'est vrai que là, Mission Impossible l'a beaucoup aidé, quoi. Il y avait Carrie, après, il a eu des hits, mais presque a posteriori, parce que Scarface est devenu un film culte, mais beaucoup plus tard. Et par contre, pour Tom Cruise, moi, je pense qu'il a senti l'intérêt d'avoir une franchise pour épauler sa carrière. Parce que d'une certaine manière, une Mission Impossible, c'est James Bond, quoi. Ouais, puis il était fan, il me semble, de la série à l'origine, et c'est vraiment son arrivée, et, entre autres, mais qui a un petit peu débloqué la situation où Paramount avait les droits depuis un certain nombre d'années, essayé de faire un film depuis un certain nombre d'années. Ils ont fait quelque chose qui s'éloigne presque radicalement de la série, et du coup, ça avait beaucoup fait jaser à l'époque, parce qu'elle était très populaire, et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont exprimé leur mécontentement envers le film. Mais je pense que c'était aussi un petit peu l'un de ses premiers projets caprice, quoi. Je dis pas ça méchamment, mais le gars aime la série, il dit ok, vas-y, on va la refaire au cinéma et puis on va la construire autour de moi, bingo, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que là je suis ce que tu avançais, c'était que il prend la série, mais il la casse totalement, quoi. Il tue totalement la série originale. Il tue le père, quoi. C'est pas un remake, hein. C'est vraiment je transforme Mission Impossible et je le moule autour de moi. Ouais, totalement. Et puis, il y a plein d'anecdotes là-dessus. Effectivement, je crois que l'un des premiers scénarios du film, c'est pour ça qu'il y avait pas mal d'acteurs qui avaient été approchés pour reprendre leur rôle, mais que l'un des premiers scénarios du film, c'était en fait plus ou moins ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que l'équipe, elle meurt dès le début du film à Prague ou ailleurs, et en fait, c'est l'équipe originelle de la série, histoire de dire, ok, la série c'est dead, on passe à une nouvelle génération. Donc là, on est dans le level Transformers the Movie, où ils ont tué tous les Transformers dans un film, et pour pouvoir imposer des nouveaux personnages, quoi. Et il y avait même Reza Badi'i, qui était le plus gros réal de la série, qui était consultant sur le plateau, et que Brian De Palma a
congédié de manière assez polie en disant de toute façon mon film n'a rien à voir avec la série, on va juste se prendre le bec pour pas grand chose, donc tu peux repartir chez toi. Et il est reparti chez lui et il est jamais revenu. Et c'est vrai qu'effectivement moi j'ai jamais regardé la série, donc je peux pas la comparer, mais ces anecdotes sont quand même assez connues. Je sais que mes parents regardaient la série à l'époque et m'ont déjà raconté en quoi c'était très différent. Ouais, moi j'avais vu la série quand j'étais tout petit, hein. Je la regardais, j'aimais bien d'ailleurs. Allez, on va passer maintenant à Mission Impossible 2. Allons-y pour Mission Impossible 2. Identity confirmed. Good morning, Mr. Hunt. Sorry I barged in on your vacation. Well, Mr. Hunt, I don't quite know where to begin. You know me? No. Should I? She's got no training for this kind of thing. But to go to bed with a man like him, she's a woman. She's got all the training she needs. Donc c'est vraiment le scénario le plus faible du lot. Exact. Donc John Woo, il explique, il disait qu'il voulait faire un triangle amoureux entre donc Ethan Hunt, donc la fille, et le méchant qui fait le double. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble quand même un petit peu à Volte-Face, cette espèce de dualité entre deux personnages. D'ailleurs, dans les commentaires audio de John Woo, il pense qu'il a été engagé en groupe pour ça, quoi, parce que, en tout cas, lui se sentait à l'aise parce que le scénario ressemblait à celui de Volte-Face. Face Off. Et au préalable, c'était pas du tout John Woo qui était considéré pour le rôle de réalisateur, c'était Oliver Stone. Et le truc, c'est qu'il a commencé à travailler sur le projet, mais il a dû abandonner parce que Tom Cruise était pris par le tournage de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Ouais, qui a duré plus d'1 an, je crois. Enfin, c'est un truc assez. Ouais, assez c'est énorme, ça, ça a duré vachement longtemps. Et donc, je vais faire un point de John Woo parce que c'est l'un de mes réalisateurs préférés. Il est arrivé sur le sol américain parce que, à l'époque de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, beaucoup de personne ne savait pas ce qu'allait devenir, enfin dans quel courant allait prendre l'industrie du cinéma, parce que l'industrie du cinéma hongkongaise était toute puissante. Il faut savoir que John Woo a fait des succès, The Killers, Le Syndicat du Crime, Une balle dans la tête, enfin que des films géniaux. Et donc il s'est exporté aux États-Unis, à l'instar de Tsui Hark. Contrairement à Tsui Hark, lui a fait des films qui ont eu un succès aux États-Unis. Que ce soit Chasse à l'homme, Volte-Face ou Broken Arrow. Et donc il a été engagé par Tom Cruise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beau considérer Mission Impossible comme le véhicule parfait pour Tom Cruise, comme sa bannière publicitaire parfaite. Et de toute façon, Mission Impossible 2, c'est vraiment celui qui magnifie au taquet Tom Cruise. Ouais, complètement. Dès l'introduction de Ethan Hunt, enfin du vrai Ethan Hunt, parce qu'on le voit d'abord dans le film, mais c'est pas lui. Mais d'ailleurs, ça rappelle donc la scène d'escalade. Il y a une scène similaire dans Star Trek qui a été tournée par William Shatner. Et donc c'était William Shatner qui tournait un film à toute à sa gloire d'escalade. Bon, bref. Et donc, et c'est ça que je trouve fascinant dans cette capacité qu'a Tom Cruise à déjà faire appel à des des réalisateurs qui sont installés. On verra qu'après c'est plus le cas, mais surtout qui ont une patte et qu'il accepte en début du fait que lui soit le producteur et qui fait vraiment un film tout à sa gloire. Bah, il a un rôle de producteur dont presque la seule condition ou les seules conditions seraient de j'ai besoin d'un nom, après tu fais ton style, il n'y a pas de problème, mais il faut que ça soit à ma gloire et qu'il y ait un certain nombre de scènes que j'ai envie de faire. Mais au final, c'est pas forcément des contraintes énormes par rapport à celles qu'on peut avoir parfois à Hollywood. Et c'est vrai que c'est marrant de se dire que sur les 2 premiers films, on a des réalisateurs qui étaient déjà établis, même si John Woo vient d'un autre pays, alors qu'à partir du 3e, on a plutôt des réalisateurs qui sont au début de leur carrière, voire au tout début pour Abrams, quoi. Enfin, même pour Brad Bird, hein, d'une certaine manière. Il n'avait jamais tourné auparavant de film. En live action. Ouais, et McQuarrie, c'est pareil, hein, d'une certaine manière. Je sais pas s'il avait tourné un film auparavant, mais... Bah, il avait déjà fait Jack Reacher avec Tom Cruise, justement. C'était avant Rogue Nation.
Ah oui, effectivement. Mais c'est parce que Macquarie a travaillé sur le scénario, mais on y reviendra sur l'épisode 4. On s'avance un petit peu trop. Ouais. Et donc, ce que j'adore, moi, comme on disait dans l'épisode Appetizer du podcast, ce que j'adore, c'est le style. Je trouve ça de John Woo, je trouve ça complètement génial. Enfin, c'est un opéra, c'est cartoony, c'est dansant, c'est fantastique. Je pense que c'est pour ça qu'en fait, j'aimais beaucoup le film quand j'étais plus jeune, parce que j'ai l'impression que le style de John Woo, cette espèce de surdécoupage et d'esthétisation permanente, elle marche vachement bien pour un public qui a l'habitude de mater des cartoons ou qui n'a pas forcément encore de notion de comment on fait le cinéma, et qui a un certain nombre de trucs comme les nombreux cuts, etc., peuvent te dégoûter un petit peu de l'image et de la façon dont elle progresse. Et je sais que quand j'étais gamin, j'adorais voir ce film parce que c'était un grand n'importe quoi, mais un joyeux n'importe quoi aussi, de voir toutes ces séquences d'action. Tom Cruise en avait demandé plus par rapport au retour qu'il y avait eu sur le premier Mission Impossible. Il voulait aussi un truc plus simple. Et au final, ils avaient un premier cut, je crois, de plus de 3 heures. Donc le scénario, il n'est pas beaucoup plus simple parce qu'il est juste bourré de... pas de plot holes quoi, mais c'est quand même globalement pas hyper simple à suivre. En tout cas, c'est pas le genre de scénar où, un peu comme Rogue Nation, tu prends plaisir à voir les différents masques tomber, sans mauvais jeu de mots du coup par rapport à la franchise Mission Impossible et surtout à cet épisode là. Mais on est dans un truc qui, je sais pas, moi me réjouit totalement quoi. Je l'ai revu encore pour la préparation de ce podcast. Et il y a un moment où je me faisais vraiment chier, je me disais mais pourquoi j'aime ce film ? Et là il y a l'espèce le troisième acte démarre et c'est une demi-heure de baston dans tous les sens avec Tom Cruise qui fait du kung-fu et la façon dont l'action est filmée, je trouve, est juste tarée quoi. Je veux dire, c'est complètement chaotique, mais en même temps c'est super jouissif et ça me rappelle pas mal la manière dont est découpé les bons comic books ou les bonnes BD d'action, tu vois, t'as vraiment des plans, des micro-plans pour des inserts pour rien du tout, mais ça donne une espèce de tension, je trouve, permanente et une confusion qui est assez joyeuse, comme je le disais tout à l'heure. Et notamment la scène à moto à laquelle Macquarie a rendu hommage dans son propre Mission Impossible, je la trouve juste dantesque quoi, elle est juste incroyable. Et là on parle même pas des gimmicks de John Woo type les colombes et le slow-mo quoi. C'est juste la façon dont est filmé ce film, qui aurait d'ailleurs pu être filmé de manière complètement atroce, même si c'est atroce pour certains d'entre vous qui nous écoutent, j'imagine, parce que je crois qu'il s'était clashé avec le directeur de la photo, ce bon John Woo, et qu'ils ont dû changer en cours de route, etc. Mais tout ça, au final, pour le Mission Impossible le plus débile, mais aussi le plus réjouissant. J'ai pas d'autres mots, en fait. Mais en plus, pour moi, c'est tout sauf what the fuck, parce que la scène de danse, donc la rencontre entre les deux personnages principaux au tout début se passe dans une scène de flamenco où on voit les corps danser, une espèce de... Comme ça, ils tournent et tout. Et c'est complètement reproduit visuellement sur la scène de poursuite en voiture. Ouais. Bah, ça, c'est... C'est génial. Mais franchement, c'est génial. Parce que en plus, par exemple, je finis. Dans l'épisode de Brad Bird, il y a une scène de danse. Et elle est tellement plate par rapport à la manière dont juste John Woo filme les corps des danseuses de flamenco. Ah, c'est grandiose. Bah ouais, et puis je pense que l'exemple que tu donnes, il est super intéressant pour comprendre le côté un peu jusqu'au boutiste du mec, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense en 2018, quelqu'un a dit « Ok, j'introduis le film, il y a une scène de danse, et après la scène d'action où il y a les mêmes personnages, on va faire une scène de danse avec des voitures, tout le monde va lui regarder avec des gros yeux en mode « Mais qu'est-ce que tu racontes, mec ? C'est complètement con, tu vois. » Et en même temps, le mec le fait avec tellement de sincérité et presque de couilles, j'ai envie de dire vulgairement, que tu adhères ou tu adhères pas, mais ça peut pas te laisser indifférent, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, cette scène de poursuite en voiture est inspirée de GoldenEye. Je sais qu'on va reparler des liens avec James Bond et on a déjà mentionné le nom tout à l'heure. Donc voilà, je le place ici comme ça. Bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup ce film par rapport à l'espèce de film noir qui est le premier Mission Impossible, pour qui j'ai beaucoup de respect, notamment pour sa superbe photo et tout. Bah c'est un film que je revois avec beaucoup de plaisir, quoi. Il me provoque énormément de sensations.
Mais j'adorerais voir, moi, la version longue, la version de 3h30, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc ils ont coupé parce que les studios rechignaient donc à faire un film de plus de 2 heures, mais c'est que ça a été aussi coupé dans les scènes d'action parce que à chaque fois qu'ils présentaient le film, il était catégorisé rated R, et que eux, ils voulaient que le film soit PG-13. Et d'ailleurs, John Woo, dans les commentaires audio, disait que ce Mission Impossible-là était le premier film de sa filmographie à l'époque qui a été PG-13. Ouais. Mais moi, je veux en voir plus, ce film, moi. Ça aurait été dément de voir un Mission Impossible qui s'hybride à ce point au style du réalisateur. C'est-à-dire que tu n'imagines pas vraiment un film de John Woo PG-13, et surtout pas à l'époque. Donc tu dis, ok, le mec, ça va tartiner les colombes et le slow motion, et quand Ethan Hunt va dérouiller des types avec 2 flingues, parce que forcément, il faut qu'il ait 2 flingues à un moment dans le film, bah tu vas avoir des giclets de sang dans tous les sens, quoi. Et puis, je sais pas, ça aurait pu être vraiment ultime, quoi, d'avoir cette espèce de cut de 3h30 uncensored. Enfin, c'est un peu un wet dream de cinéphile qui aime bien John Woo, mais franchement, ça m'intrigue quand même de savoir si c'est possible, en fait, d'aller à ce point dans les différents délires. Et moi, je rapproche souvent la Mission Impossible en tant que franchise à ce qu'Alien est devenu aussi au fur et à mesure des épisodes, où à chaque fois le réalisateur ramène sa patte, et que tu vois que y a certaines pattes qui s'hybrident mieux que d'autres au genre. Et j'aurais bien aimé voir si le style John Woo aurait pu être, ce qu'il aurait pu donner quand les manettes étaient poussées à fond, quoi. Mais d'un autre côté, fort heureusement, Tom Cruise a quand même fait appel à John Woo pour nous offrir ce film. Et d'une certaine manière, ce qui est intéressant, c'est qu'il casse le moule. Il offre l'opportunité aux autres réalisateurs d'aller dans l'impossible. Et d'une certaine manière, le virage ne va pas se faire parce que dans l'impossible. Ouais. C'est beau ce que tu dis. Merci, j'ai pas fait exprès. Parce que d'une certaine manière, J.J. Abrams va complètement affadir le film. La mise en scène, elle est complètement pauvre par rapport à ce que... tout le monde a une mise en scène pauvre par rapport à John Woo, mais là, quand même, on va passer... Ouais, je serais pas d'accord, j'aurais des choses à dire. Ok, et bien on va bientôt s'y attaquer, genre même maintenant. Allons-y alors. Agent confirmed. Stand by to go live. On my mark. 5. You have a wife, girlfriend? 4. 3. Whoever she is, I'm gonna find her. 2. I'm gonna hurt her. 1. And then I'm gonna kill you right in front of her. What are you not telling me? Donc, Mission Impossible 3 est lancée, et donc c'est vraiment un development hell, parce que beaucoup de grands réalisateurs sont attachés au projet, et beaucoup partent. Donc, notamment, il y a David Fincher, ce qui est pas rien. Qui est le premier nom, je crois, attaché, parce que Fincher, malgré sa... On parlait d'Alien tout à l'heure, malgré sa mauvaise expérience avec Alien 3, a toujours des espèces de résistance comme ça à Hollywood, et se dit, bon, ok, cette fois je vais faire une exception, et je vais aller faire un film de studio, et ça marche jamais. On a connu la même chose avec le Capitaine Nemo de Disney, et on connaîtra sans doute la même chose avec le second World War Z, mais voilà, Fincher voulait faire un film, je crois, sur le trafic humain. Il avait pitché un truc là-dessus. Exactement, et sur un scénario de Frank Darabont. Ouais. Donc, dans un délire. Et tu sais qui devait jouer le méchant ? C'était pas Benedict Cumberbatch ? Non. Non, ça c'est celui du 5. Merde. Attends, je crois que c'était Stallone. Yeah, c'est ça Stallone. C'est Stallone. Oh, ça aurait été mortel. Mais putain, je sais pas, j'ai trop de mal à imaginer Stallone en fait, tu vois, star de l'actionneur du passé contre star de l'actionneur du moment, Tom Cruise, même si à ce moment-là il revenait un petit peu sur le devant de la scène. Enfin, ça serait marrant. Ah non, mais ça aurait été génial. Je sais pas, je pense que ça m'aurait surtout sorti du film en fait. J'ai du mal à voir Stallone pour autre chose que Stallone lui-même maintenant, donc et je pense qu'à l'époque c'était déjà le cas. Non, moi j'aurais adoré. Après on a eu Joe Carnahan aussi. Exactement. D'ailleurs c'est intéressant son parcours parce que donc Joe Carnahan c'est un gars qui venait d'une production à tout petit budget qui avait fait un succès, qui était Narc, qui était produit à l'époque par Tom Cruise, et donc c'est comme ça qu'il se retrouvait d'une certaine manière attaché au projet. Il a travaillé 15 mois sur le Mission Impossible.
il y avait déjà un casting qui était annoncé. Gros cast. Gros cast. Ouais, Kenneth Branagh, donc dans le rôle du méchant, il devait jouer un personnage basé sur Timothy McVeigh. Timothy McVeigh, c'est un terroriste suprémaciste américain qui était à l'origine des attentats d'Oklahoma City. Et d'ailleurs, pour faire un lien là-dessus, le film Abrams oblige a été promu par un marketing viral où les gens devaient trouver des espèces de petits sacs et par plusieurs fois ça a été pris pour des bombes. Et du coup ça a un petit peu tourné au vinaigre quand tu sais que le film devait au départ parler potentiellement d'un terroriste d'un terroriste calqué sur un terroriste américain. Je trouve ça assez ironique et marrant. Il y a une poésie dans tout ça. Et donc le reste du casting, c'était donc Carrie-Anne Moss et Scarlett Johansson. Scarlett Johansson qui devait jouer peut-être un rôle qui ressemble plus ou moins à celle de l'élève de Ethan Hunt qu'on voit au début de Mission Impossible 3 de J.J. Abrams, si j'ai bien compris. Donc ça aurait été très marrant d'avoir Black Widow formée par Ethan Hunt. Ça aurait du sens. Et donc, au bout de 15 mois, pour différents créatifs, Carnahan quitte le projet. Et donc, il quitte le projet un peu amer, quoi, parce que à l'époque de l'affaire Josh Trank et les 4 Fantastiques, il a commis un tweet où il expliquait que l'expérience de Josh Trank lui rappelait l'expérience qu'il avait vécue à l'époque de Mission Impossible, et que lui, il avait eu l'intelligence de quitter le projet, là où Josh Trank s'était fourvoyé en voulant absolument imposer sa vision contre la vision des producteurs. Ouais, c'est un des rares réalisateurs à avoir été plus ou moins... Du coup, c'est pas exactement un soutien, mais avoir soulevé en tout cas l'affaire et en avoir discuté de manière assez libre, quoi, parce que je me souviens qu'à l'époque, c'était un sujet comme ça où au final, tout le monde avait fait porter le mauvais chapeau à Josh Trank et on n'en parlait pas trop, quoi. Ouais, mais d'un autre côté, je crois que dans son tweet, il cite nommément Tom Cruise et Paula Wagner parmi ses opposants qui ont fait qu'il a quitté le projet. Bim. Et donc voilà, et donc il fait appel à J.J. Abrams, et il fait appel à J.J. Abrams, qui n'était pas encore le réalisateur qu'on connaît de Star Wars et ainsi de suite. Et il l'a pris parce que... il est fan d'Alias. Exactement, il a bingé les 2 premières saisons de Alias et il s'est dit, ouais, ce gars, il a l'air bon. Il lui offre sa chance de faire son premier long métrage, c'est quand même pas rien. Bon, c'est un mec qui avait fait déjà beaucoup de choses, mais c'était le lancement officiel de sa carrière de réal, de gros réal, on va dire. Là, surtout que quand on connaît la carrière rétrospectivement, quand on connaît la carrière qu'il a, c'est quand même assez grandiose. Et en plus, il s'attaque quand même à Mission Impossible, qui était quand même attendue et qui est quand même une franchise qui soulève quand même de l'intérêt, même si l'intérêt s'est un peu rabaissé d'ailleurs à cause du succès plus que moyen de Mission Impossible 3, du sien. Puis du 2, tu veux dire? Ah non, le 2 était un carton. Ah ouais, oui, effectivement, par la suite, ça s'est un petit peu tassé, quoi. Mais même entre le 2 et le 3, il y a beaucoup... ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'années, et au final, la franchise, elle était un peu passée elle était oubliée, sous le radar, quoi, au fur et à mesure. Je crois qu'il y a 6 ans qu'ils les séparent. Ouais, donc, ouais. Est-ce que, d'après toi, tu te souviens de scènes marquantes dans ce film? Bah, j'ai dit tout à l'heure, dans notre petit apéritif, du coup Rogue Nation était mon préféré, mais je ne sais même plus ce que j'ai mis en deuxième. Je crois que j'ai mis celui d'Abrams, justement, et franchement ils sont au coude à coude parce que c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Je me souviens l'avoir vu Day One en salle à l'époque où j'allais voir tout et n'importe quoi, et j'étais super chaud de revoir la franchise parce que j'étais encore dans mes années de jeune con, et Mission Impossible 2 je le tenais en haute estime, et tu vois, j'en avais pas trop honte, tu vois, j'étais là genre mais Mission Impossible 2, et maintenant je suis un peu en mode Mission Impossible 2. Oh non, Mission Impossible 2. Ouais, bon, ok, on va le faire comme ça, mais c'est bien parce qu'on est entre nous. Je pense que s'il y avait un public, les gens, ils seraient soit des rires enregistrés, soit des bouts, et bref. Du coup, je me souviens que j'ai vu le film, et en fait, je m'attendais pas du tout à ça, et j'étais super... déjà, je connaissais pas trop J.J. Abrams, même pas du tout, et j'étais vraiment surpris parce que je venais voir à la fois... en termes de réal, parce que c'était filmé un peu comme maintenant on voit beaucoup de blockbusters, c'est-à-dire il y a beaucoup d'angles et d'idées de réal qui sont forcément très télé, quoi. Mais en même temps j'étais aussi surpris par rapport au côté twist et mystery box que Abrams amène souvent autour de ses, même tout le temps en fait, autour de ses productions. J'aime beaucoup ce film parce que c'est le seul où j'ai l'impression qu'il y a un parcours
pour le personnage de Ethan Hunt, quoi. D'habitude, le gars, il a une mission, ou alors il se retrouve piégé dans une mission, et du coup, on dit que c'est lui l'ennemi. Mais avant ou après, et d'ailleurs, Tom Cruise, je crois qu'il aime pas le fait que le film s'appelle Mission Impossible 2 et 3, et pour lui, c'est des stand-alone, et en fait, il fait son truc, et ça peut être pris dans l'ordre que tu veux, tu vois. Ce qui, du coup, n'est plus vraiment le cas avec Fallout, dont on reparlera tout à l'heure, mais du coup, Mission Impossible 3, je trouve que c'est le seul qui arrive à développer quelque chose autour du personnage, parce qu'il lui introduit une vie de famille, le mec est plus ou moins retraité, va sortir de sa retraite, on va menacer sa femme, etc. Donc c'est des ressorts hollywoodiens hyper basiques et globalement un peu chiants, mais c'est fait avec, je trouve, une certaine poigne. Moi, je me souviens que le personnage par exemple, je te cite une scène, le personnage de Philip Seymour Hoffman, regretté par ailleurs, qui est en face de Ethan Hunt et comprend quel est son prénom, quoi, parce que le gars a pété un câble. Je trouve qu'il se passe un truc super fort dans cette scène, déjà pour Tom Cruise, parce qu'il a autre chose à jouer que le mec trahi par son gouvernement qui doit prouver qu'il est innocent. Parce que les enjeux sont personnels, parce que le méchant est hyper intéressant, je trouve, par rapport aux autres vilains qu'on a dans la saga. Et ouais, ça me fait partie des scènes que j'aime bien. Et la scène que j'adore le plus et que j'ai remontré à ma chérie il y a pas longtemps sur YouTube, c'est la scène de l'attaque du pont. Non. Que je trouve encore aujourd'hui complètement démente. Je la trouve vraiment hyper bien faite en termes de construction et tout. Je trouve ça vraiment hyper stylé. Le fait qu'ils doivent traverser le pont, fait des allers et des retours dans le pont pour récupérer le gun, qui charge le gun. Il y a toujours une espèce de rebondissement qui l'empêche de faire ce qu'il doit faire. Et je la trouve vraiment plutôt bien, voire très bien foutue. Enfin, en tout cas, je la trouve punchy. Alors, elle est carrément dans un côté Michael Bay-esque. T'as l'impression de voir Bad Boys 2, quoi. Mais en même temps, on était à cette époque-là. Et j'aime bien cette scène. Je la trouve assez brillamment exécutée pour le coup, quoi. Alors, c'est sous True Lies. Il y a une scène pareille dans True Lies. Et c'est filmé par Cameron. Donc, non, c'est pas. Ah non, moi, je trouve qu'il n'y a aucune scène d'action, proprement parlé, de scène d'action marquante. Parce que t'es plus vieux que moi. C'est possible, mais je trouve que cette scène d'action, elle est marquante. Même le début avec l'hélicoptère parmi les éoliennes, je trouve c'est une idée que quand j'étais gamin, je me disais toujours, mais qu'est-ce qui se passe si un hélicoptère ou un avion il passe entre les éoliennes, ça doit être chaud. Et Abrams, il arrive, boum, première scène, c'est ça qui se passe, tu vois. Et je trouve ça assez stylé. Enfin, c'est pas la première scène du film, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Même le saut de Ethan Hunt d'un immeuble à l'autre, tu sais, quand il glisse et tout, je le trouve assez bien. Enfin, je trouve que c'est des séquences d'action qui sont assez bien foutues, quoi. Et le film s'enchaîne assez vite parce qu'il y a l'idée qu'il faut vraiment sauver sa femme, qu'il y a une puce qui peut lui faire péter le cerveau à tout moment. Donc, tu vois, c'est vraiment survolté dans ce côté Abrams de OK, plus vite, plus fort. Mais malgré ça, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans le film. Et ce côté personnel, justement, moi, m'a fait du bien à ce moment-là parce que je me suis dit dans quelle direction ils vont aller. Je me suis dit OK, ça va juste être une nouvelle mission de plus pour lui. Et au final, tout le côté un peu maintenant complètement fait et refait via Taken et d'autres franchises, mais je veux dire, tout le côté personnel, je trouve, marche plutôt bien, quoi. Disons que c'est vraiment l'ajout majeur que fait J.J. Abrams qui va de toute façon donner du corps au personnage et permettre d'une certaine manière à Ethan Hunt, enfin à Tom Cruise, de ne plus être cette superstar qui attire la caméra comme dans le 2. Et moi, enfin oui, là je suis d'accord avec toi sur le... C'est plus Tom Cruise, c'est Ethan Hunt dans ce film, tu vois. Il y a vraiment un développement de personnage, quoi. Ouais, exactement. Je trouve que il prend vraiment le background, prend vraiment du corps. L'équipe aussi qui l'entoure. J'allais y venir, ouais. C'est la première fois que l'équipe, elle est vraiment cool et que ça devient un gimmick de la franchise à part entière d'avoir cette équipe de petits, notamment via la présence de Simon Pegg, entre autres. Mais je veux dire, j'ai l'impression que ça joue mieux en équipe, en fait. Ouais. Et ce qui est fou, c'était l'un des éléments quasiment constitutif de la série Mission Impossible qui avait disparu. Bah ouais, au fur et à mesure à cause de cette statue immense élevée à la gloire de Tom Cruise. Mais ouais, non, je suis plutôt partagé, voire même très partagé. Je trouve que le scénario est complètement à des plot holes, à des trous scénaristiques trop larges, trop béants. Je trouve que la recherche de la patte de lapin, c'est pété. J'adore Philip Seymour Hoffman. Je trouve pas qu'il y ait une scène d'action marquante, peut-être la scène de l'hélico, mais
je trouve pas forcément... dans l'ensemble, il n'y a pas une scène qui ressort. Dans les précédents films, il y en a. Dans les films qui vont suivre, il y en a aussi. Mais là, il n'y a pas une scène qui est canonique où tu te dis waouh. Ouais, je vois. Je suis complètement d'accord avec ça malgré tout, parce que par exemple, dès le suivant avec Brad Bird, on tient direct la scène où Tom Cruise est sur le flanc de l'immeuble, et c'est comme tu dis canonique. Je pense que c'est le bon mot. Et en fait, c'est vrai que du coup, Abrams, je trouve qu'il amène une espèce de consistance, de constance dans le film, c'est-à-dire que le niveau baisse jamais vraiment trop, mais en même temps il va pas avoir une espèce de scène qui va te souffler. J'aime beaucoup cette scène du pont, mais effectivement je veux dire comme je l'ai dit tout à l'heure, elle pourrait sortir d'un film de Michael Bay ou de True Lies ou etc. Elle est pas unique en soi, et ça s'explique peut-être parce que Tom Cruise avait en tête une scène d'action parce qu'il avait visité le Reichstag en Allemagne, et qu'il avait demandé le Reichstag pour une scène d'action, et que les Allemands lui avaient dit bah non, désolé, on va pas le faire, et du coup il était très contrarié, et du coup ils n'avaient pas leur scène majeure, et puis bon J.J. Abrams avait aussi dû remplacer au pied levé Carnahan, et n'avait pas forcément eu, même si le film a été repoussé pour c'était la Guerre des Mondes ou Minority Report, je sais plus, l'un des deux, je pense que c'est la Guerre des Mondes. Ouais, le film avait été un petit peu repoussé, du coup il avait pu travailler quand même le scénario, mais c'est en ça quelque part que d'habitude ils partent un peu des scènes clés et ils bricolent un truc autour, et c'est aussi pour ça que t'aimes les films, parce que tu sais qu'au moins même si le scénario est pété, t'auras tes scènes fortes quoi, et là t'as peut-être des scènes moins fortes, mais globalement un scénario qui est un peu plus personnel, un peu plus intimiste, donc moi j'aime bien ça, malgré tout. Mais je trouve dans le making-of du deuxième film, il y a une phrase que Tom Cruise dit à propos des films, des actionneurs et de Mission Impossible, qui contrevient, enfin qui en tout cas est altéré un peu par ce Mission Impossible 3. Il dit « J'aime quand je vois un film, voir les efforts qu'il a coûté ». Et je trouve que celui-ci, il est sympa, tous les acteurs sont bons, mais il manque cette chose qui percute. Tu te dis « Waouh ». Cette phrase, c'est presque aujourd'hui quelque part la maxime, quoi, le leitmotiv de la franchise Mission Impossible. On le voit avec Fallout, où les mecs ont fait un trailer, et une semaine après ils te montraient le making of d'une scène que t'avais pas encore vue, tu vois, et au final ça te vendait presque mieux le film que le truc, en te disant regarde, Tom Cruise il a appris à conduire un putain d'hélicoptère, et toi t'es là, ok, donc vu que je vois l'effort qu'il a fait, officiellement je suis en salle le premier jour pour voir ça. Et d'ailleurs, à l'époque de James Bond, c'était le producteur Broccoli qui disait que c'est pareil, il veut voir l'argent à l'écran, il veut que l'argent se voit. Et pour Tom Cruise, c'est l'effort, et ça se sent, et je trouve que dans celui-ci, c'est moins le cas. Effectivement, je suis d'accord avec toi. On a trouvé un consensus, c'est bien. Ouais, donc tu peux plus mettre dans ton listing Mission Impossible 3 aussi haut, c'est pas possible. Ah, ok, d'accord, faut que je descende d'un cran. Ouais, 2-2, hein, moi je l'ai mis dernier, moi. Oh, 2-2 c'est dur, mais je suis quand même d'accord avec ton argumentaire. En tout cas, derrière John Woo. Ok, ça marche. Je te dis, c'est tout doux, John Woo, c'est tout bas, c'est en chuchotant. Donc on va passer à Mission Impossible 4. Allons-y. Com check. We're live. Target acquired. The hell is that? Abort. Ethan, what happened in the Kremlin? It was a setup. The Russians are classifying this as an undeclared act of war. The blame points to you and your team. The president has initiated Ghost Protocol. The entire IMF has been disavowed. So what happens now? Your mission, should you choose to accept. Et donc là, évidemment, il y a eu encore des réalisateurs qui ont été associés à ce film. Dont un que j'aime beaucoup. Ah, moi aussi, qui est Edgar Wright, j'imagine. Et oui. Non, c'est Ruben Fleischer. J'adore Zombieland. C'est ça. Non, Ruben Fleischer, je ne l'aime pas beaucoup. Voilà. Edgar Wright, mais j'en rêve. Bah, c'est marrant parce que il a les mêmes sensibilités. Je dirais que Brad Bird, ou en tout cas des sensibilités assez similaires, et en même temps Edgar Wright on le verrait beaucoup plus sur un James Bond étant donné son caractère britannique, tu vois, pour créer une espèce de James Bond vraiment très différent, mais ça aurait été carrément stylé, quoi. Mais quand on voit Baby Driver, tu te dis bah ouais, je veux le voir sur un Mission Impossible, je veux le voir sur une licence
de cet acabit-là, il a carrément les épaules. Bah ouais. Après, je sais pas trop si les studios, vu que lui, il a pris ses distances et qu'il les a tenus par rapport aux conseils que nous donnait ce bon Joe Kernan tout à l'heure avec Ant-Man, je sais pas si les studios, malgré le succès relatif de Baby Driver, seraient aujourd'hui capables de lui proposer. Je sais que Sony lui a direct dit ok, si tu veux faire une suite, on te la valide avec tel budget, tout, y a pas de problème. Mais je sais pas s'il lui confierait aujourd'hui une licence, puisque c'est un truc qu'il a jamais vraiment fait, quoi. Mais après, il est attaché à beaucoup de projets où immédiatement je suis hyper, petite parenthèse Edgar Wright, mais je suis hyper curieux du coup de me dire à quoi ça aurait ressemblé. Il y a pas longtemps, il était attaché à Ready Player One par exemple, et j'aurais vraiment voulu voir ce que ça aurait donné. Et Mission Impossible, bah pareil. Et puis en plus, avec Simon Pegg, tu l'imagines bien, en tout cas, là-dedans. À fond. Nick Frost en Ethan Hunt, et c'est bon, on est chaud. On en reparlera de la succession de Ethan Hunt. Ok. Et donc c'est Brightburn qui a été sélectionné, et il a été sélectionné à cause des Indestructibles, car il y avait quand même un substrat de film d'espionnage, et c'est assez clair, dans les Indestructibles, ce qui fait que c'est lui qui a retenu l'attention. Et à juste titre. Ah ouais, à juste titre. Il a apporté des choses dans le film Mission Impossible, des choses visuelles que les autres réalisateurs n'ont pas apportées et n'apporteront pas. Si dans John Woo a apporté la grâce, le mouvement dans les films, Abrams a apporté un peu de lens flare. Mais non, on l'a dit, il a aussi apporté son côté mystery box et cette idée qu'il faut toujours aller de l'avant pour avoir les surprises les unes derrière les autres et les rebondissements et les twists. Non, mais je parlais pas en termes de scénario, je parlais en termes visuels. Pur d'esthétique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais Abrams, c'est un réalisateur moins esthétique que quasiment tous ses réalisateurs, sauf peut-être Macquarie qu'on connaît pas encore beaucoup pour son travail de réalisateur, mais plus, comme Abrams d'ailleurs, davantage un scénariste en fait. Ouais. Et là, Brad Bird, juste la scène du générique, moi, ça m'a fait fondre. Je me suis dit, mais quel génie. Mais vraiment. C'est-à-dire que c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois où on allume la mèche. Et ça rentre dans le scénario. Ça donne une esthétique. C'est une super bonne idée. J'aime beaucoup d'ailleurs le début dans la prison et tout, avec déjà un côté un petit peu cartoon, avec toutes ces portes qui s'ouvrent, qui se referment, etc. On retrouve les sensibilités de Brad Bird. Mais je voulais en placer une petite sur cette question du générique que je déteste dans tous les films Mission Impossible, parce que tu sais, t'as des images de ce qui va se passer après, et je trouve que c'est l'un des pires trucs à faire, tu vois. Ah, j'adore. Moi, je trouve ça hyper chiant, parce que du coup, quand tu commences à avoir un petit peu d'expérience à Hollywood, à Hollywood, pas en tant que tel, mais je veux dire, tu sais comment les films fonctionnent et comment les blockbusters fonctionnent, et ils prennent rarement le contre-pied, sauf Abrams en l'occurrence, mais de ce qu'ils vont te montrer en fait. Et du coup, je sais que par exemple sur Rogue Nation, je trouve que le scénario est plutôt pas dégueulasse, et que la façon dont tu vois les différentes scènes déjà s'articuler, tu te dis ouais, il y a 2-3 mystères, notamment autour du personnage de Rebecca Ferguson, qui sont directement un petit peu passés à la trappe à cause de ça. Et j'ai de mal avec ce côté un peu ringard des Missions Impossibles, avec le générique. Tant qu'à faire un générique, autant tenter un truc esthétique, peut-être à la James Bond, ou je sais pas, un truc un peu plus moderne, quoi. J'ai vraiment du mal, à chaque fois ça me sort et je me dis ouais. Et là on a vu l'image de Fallout où il y a l'allumette aussi, et du coup je me suis dit bon, on va encore se le coltiner dans le prochain, c'est un peu dommage. Mais voilà, c'était juste mes 2 sous pour faire mon mec chiant. Alors que moi j'adore, le foreshadowing j'adore, mais après j'ai un rapport assez particulier aux spoilers. Les spoilers, moi je m'en fous. Donc je préfère qu'on me raconte l'histoire. D'ailleurs il y a une étude, alors je fais une aparté, mais il y a une étude qui a été faite, je sais plus par quelle université américaine, qui demandait à des spectateurs de découvrir un film, et dans un premier groupe ils avaient raconté l'histoire, donc l'intrigue déjà de ce qui allait se passer, et dans l'autre ils le découvraient. Et après, il réinterrogeait les personnes après le film. Ouais. Et d'une certaine manière, ceux qui avaient découvert le film sans être spoilés au préalable avaient moins retenu du film l'intrigue et les éléments forts, alors que l'autre, qui était déjà au courant de ce qui allait se passer, a pu se concentrer sur les tournants, les rebondissements et ainsi de suite. Ouais, et donc, reconnaissait plus le film et connaissait plus de choses sur le film au final, et en retirait plus a posteriori que celui qui, d'une certaine manière, avait pris le film en pleine gueule
et d'une certaine manière était resté comme ça sur ce contact sans forcément y avoir été préparé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est assez similaire au fait de voir un film, je pense récemment par exemple au dernier Jedi, où le revoir une deuxième fois m'a permis de capter beaucoup de choses. Et dans les fameux efforts qui ont été faits dont on parlait tout à l'heure, mais en même temps j'ai aussi besoin de cette espèce de réaction épidermique à la surprise, tu vois, et j'ai pas forcément envie de tout voir dès le début. J'en fais pas tout un plat partout sur Twitter, mais c'est vrai que je trouve que parfois la surprise en elle-même peut vraiment créer une espèce de sensation de vertige que je trouve intéressante. Mais bref, reprenons sur Mission Impossible Ghost Protocol, le premier sans numéro. D'ailleurs. Ouais, et donc, non, je vais revenir un peu là-dessus. Parce que moi, je trouve que ça a créé un défaut dans les scénarios, enfin, sur les spoilers, ça a créé un défaut dans les scénarios, c'est les scénarios à twist. Mm-hmm. Et je trouve que c'est triste en termes scénaristiques, c'est que tout maintenant les films reposent sur les twists. Et le problème, c'est que des fois, quand tu éventes le twist, tu te rends compte que le scénario, il est complètement bancal. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, il y a un juste milieu entre, comme je disais, une espèce de réaction épidermique et l'idée que, au contraire, on en fait des tonnes sur tel ou tel truc est un spoiler. Comme là, on a vu, comme on le disait dans notre micro-épisode sur le trailer de Predator, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que si tu vois un deuxième Predator, c'est déjà un spoiler. Je sais pas. Bref. Et d'ailleurs, là, le scénario de ce film a été quand même une galère à mettre en place. Ouais, mais je trouve que ça se sent, moi. Ouais, dans ce Mission Impossible, ouais, ça se sent, je trouve. Mais je trouve qu'il est moins bancal que celui d'Abrahams. Ah bah, je suis pas du tout d'accord, parce qu'ils ont peut-être tous les deux des défauts, mais je trouve que celui-là, il a pas d'antagoniste marquant, je trouve. Le scénar a l'air de sortir d'un vieux film type... Enfin, c'est marrant, mais c'est un scénar de film guerre froide, tu sais. Ouais, exactement. Et du coup, t'as un côté un peu vieillot que je trouve intéressant, mais qui quelque part aurait sa place peut-être dans d'autres franchises. Et là, j'avais trouvé ça bizarre en fait qu'on revienne à ce genre de truc en le revoyant. Je me suis dit tiens, c'est marrant que j'avais pas du tout capté qu'il y avait tous ces délires avec le sous-marin, le missile nucléaire. Je me souvenais plus du tout de ça. Puis même la façon dont il l'arrête en fait. Ce plan sur l'idée de déclencher une guerre nucléaire au dernier moment en tapant sur la valise et tout, je suis là genre ouais, je sais pas. Et en fait, du coup, je le trouve efficace, hein. J'ai particulièrement rien contre lui, mais disons qu'en fait il me laisse un peu indifférent, et je trouve qu'au final c'est peut-être le même devant le 2, où tu peux te dire l'esthétique de John Woo se suffit à elle-même et le scénario étant tellement charcuté dans tous les sens que tu comprends rien. Mais je trouve que c'est le film où le scénario, de tous les Missions Impossibles, le scénario, je m'en fous en fait. Genre, tu sais, je le laisse passer, ils exposent des trucs et je suis là, ouais, vas-y, envoie la scène cool, envoie la scène suivante qui est cool, parce qu'en fait, dès la première scène de la prison, avec la musique, avec les petites portes qui s'ouvrent, l'humour de Benji qui peut pas communiquer avec Ethan, qui est obligé de passer par des gestes plus ou moins défiants à la caméra. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu ludique en fait dans le film, typique peut-être de l'animation, en tout cas de la carrière de Brad Bird, qui moi me met bien. Et quelque part, j'ai pas besoin non plus d'un méga scénar à twist, comme tu disais tout à l'heure, avec une méga fin du monde, et du coup cette histoire de guerre nucléaire avec le russe qui en fait est un ancien suédois, ou enfin je sais pas, je trouve vraiment flingué ce scénar, mais en même temps je trouve que c'est le film où quelque part tu l'oublies le plus facilement, parce que les scènes canoniques, et notamment cette scène sur l'immeuble du Burj Khalifa, eh ben elle est juste complètement dingue quoi. Et c'est ce qui est fou, c'est aussi de voir que c'est Tom Cruise qui fait cette scène. Ouais. Et quand on regarde le making-of de la scène, c'est encore pire. Bah on sait qu'il fait... on l'a pas trop dit, enfin tu l'as dit en intro, mais on l'a pas trop dit, on n'est pas revenu spécifiquement sur ce qu'il fait dans chaque film, mais généralement il fait tous les trucs, et de plus en plus de trucs au fur et à mesure que le temps passe, et c'est assez dingue. Notamment cette scène-là, avec un cascadeur, on aurait vu tous les angles où on reconnaît pas le visage de Tom Cruise, et ça aurait été beaucoup moins impressionnant quoi. Alors que là, effectivement, il y a l'angle, notamment où la caméra est vraiment au-dessus de lui, ou même le moment où la caméra bascule juste au début de la scène, je me donne vraiment le vertige à chaque fois, et je l'ai vu au ciné, je l'ai vu sur mon téléphone pour les haters, non c'est pas vrai, mais je l'ai vu sur un petit écran qui est celui de mon PC, et ça m'a fait le même effet quoi.
pour dire à quel point elle est quand même bien foutue, quoi. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est le premier scénario, enfin, la première intervention de McQuarrie qui a été engagée sur le film. Et j'ai lu une interview de lui qui disait que donc il avait été engagé pour réécrire le scénario du film en même temps qu'il se tournait. Et donc il allait voir tous les intervenants du film pour savoir ce qu'il pouvait toucher sur le scénario, sur ce qui était en train de se tourner. Ouais. Et donc il disait que quand il a commencé à tourner Jack Reacher, il fait c'était une partie de plaisir parce que puis ça a dû lui apprendre le métier très très vite. Parce que donc il avait déjà réalisé un film, mais il a dit que là ce Mission Impossible là l'avait complètement formé parce que en fait quand il était là à essayer de raccorder les bouts de ficelle. Alors dans l'interview il dit que le scénario était déjà bien construit, que c'était super intéressant et que son travail c'était d'éclaircir le mystère qui se déroulait dans le film. Bon, au final, quand on voit, effectivement, comme tu le rappelais, quand on voit l'intrigue, la qualité de l'intrigue et le fait que ça soit une espèce de mauvais James Bond. Ah ouais, complètement. C'est le plus mauvais James Bond des 5. Des 4, parce que j'ai pas vu le 5e. Non, si, c'est le 6e le prochain. Merde. Ouais, le temps c'est le 6e le prochain. Et donc, effectivement, c'est le plus mauvais. Je l'ai mis trop haut, je pense, a posteriori, tu vois. Mais, c'est vraiment pas le meilleur... Mission Impossible. C'est vrai que t'es trop marqué par la scène de la tour. Mais après, il amène des trucs super intéressants dans l'équipe. Bon, ils ont casté Jeremy Renner pour essayer de remplacer Cruise officiellement à l'époque. Il avait déjà, ou alors il le fera quelques temps après, la même chose sur Jason Bourne, ce qui est complètement surréaliste puisqu'il a remplacé ni l'un ni l'autre. Mais du coup, on a ce truc-là. Et... Ouais, mais regarde, t'as Jeremy Renner qui est plutôt un bon acteur, la fille qui est complètement transparente. Ouais. Ving Rhames qui est là, mais... Non, mais tu vois ce que je veux dire, il amène cette espèce de... Genre, Abrams essayait de faire des petites blagues parce qu'il y a son pote Simon Pegg, mais là, c'est la première fois que Simon Pegg est sur le terrain, donc il amène une autre sensibilité, un côté un peu plus fun, et je trouve qu'en fait, la digestion parfaite entre le 3 et le 4... ou même voir entre tous les épisodes, c'est le 5 et c'est pour ça que je le mets si haut, parce que du coup t'as ce côté marrant, détente, et en même temps le scénario il est super intriqué, t'as des grandes scènes canoniques comme on disait puisque le terme est resté, et c'est ça que j'aime bien avec Rogue Nation, mais je pense qu'on n'en serait pas là sans la petite pointe de fun qu'a su ramener Brad Bird sur Ghost Protocol, malgré un scénario un peu bateau, quoi. The IMF is uniquely trained and highly motivated. Specialist without equal, immune to any countermeasures. But it is an agency of chaos. The time has come to dissolve the IMF. Now I want you to choose your next words very carefully. Where is Hunt? Last I heard, he was tracking the syndicate. How come the CIA has never discovered any intel regarding this syndicate? You want the polite answer or the truth? We've never met before, right? Follow me. Ouais, la Mission Impossible de Christopher McQuarrie, c'est, comme tu disais, la quintessence des Missions Impossibles. Bah, il y a toutes les scènes... on retrouve un petit peu les différentes esthétiques. Alors c'est super marrant parce que quand ils ont annoncé McQuarrie, je trouvais que c'était un choix super intéressant après Jack Reacher. Comme on l'a dit avec l'exemple de Ghost Protocol, McQuarrie c'est un type qui a fait une grande partie de sa carrière dans l'ombre puisque c'est un ghostwriter, comment on appelle ça, un script doctor qui reçoit rarement les crédits justement sur ses travaux. Il y a une rumeur d'ailleurs persistante qui dit qu'il aurait travaillé sur Rogue One pendant aussi le tournage. Et c'est vraiment une sorte de script doctor de l'ombre et de luxe qui a signé des scénarios assez cultes, Usual Suspects notamment, et si je dis pas de bêtises. Et du coup, il a fait beaucoup de trucs. Et là, il arrive à la réal. Et du coup, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse une sorte de Jack Reacher. Et je me dis, ok, on va revenir dans un truc peut-être un peu plus centré sur Ethan Hunt, un peu plus moins fin du monde global, fun, un truc un peu plus intimiste et un peu plus noir. Et au final, il fait plutôt un truc dans la lignée de Brad Bird, mais avec des notes. Je dirais pas typiquement De Palma ou typiquement Woo, mais on l'a dit, il y a une référence à la scène de moto
du deuxième film, et c'est une référence vraiment assumée par le réal. Et il a dit ouais voilà, je voulais faire une scène de moto parce que je kiffe celle de Mission Impossible 2. Il y a aussi par exemple la scène de l'opéra, je la trouve vraiment très 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 élégante, elle me rappelle un petit peu en termes de lumière ce qu'on avait sur le premier film, donc moi je trouve que c'est une belle digestion et une belle progression pour la franchise, et j'étais très surpris du film. Et il y a aussi là un petit peu la patte de Drew Pearce dont on a parlé dans le précédent numéro avec Iron Man 3 qui se fait sentir ça et là sur le côté un peu actionneur avec des bonnes punchlines de temps à autre qui je trouve sont restés, même si techniquement il a un crédit que limité sur le scénar. Donc très bon film que Rogue Nation, je trouve. Ouais, un crédit limité, et à raison, parce que McQuarrie et Tom Cruise ont avoué qu'ils sont partis en production et en réalisation du film sans avoir vraiment le scénario. Ouais, mais ce qui est pas inhabituel du coup pour la franchise, comme on commence à le comprendre. Oui, c'est ça, c'est que depuis le début, et c'est ça que j'ai trouvé assez hallucinant quand j'ai travaillé sur ce podcast, c'était de savoir qu'en fait, quand ils écrivent les scènes d'action, et qu'entre-temps, ils ne savent pas vraiment où est-ce qu'ils vont. Ils ont une trame comme ça, et là, donc j'ai écouté tout à l'heure le commentaire audio de ce film, et il disait qu'ils tournaient des scènes et ils ne savaient même pas où ils allaient. Le Thor, ils ne savaient pas ce que c'était exactement, ils ne savaient pas ce qui allait dans la clé. Les photos que tu vois apparaître, notamment quand ils jettent le dossier sur le bureau de Benji, en vérité, c'est des feuilles blanches, et ils ont rajouté après les images par-dessus en fonction du scénario, parce que donc Drew Pearce a fait le premier draft, et ils avaient engagé un autre scénariste, et en fin de compte, l'autre scénariste a été viré, et quand ils ont tourné le film, c'était Christopher McQuarrie et Tom Cruise qui lançaient des propositions qui marchaient ou qui marchaient pas, et ils écrivaient des fois les scènes le matin pour le jouer à l'instant même. Ouais. Mais il y a une anecdote assez marrante que McQuarrie a révélée il y a pas longtemps sur Twitter. Il a dit qu'à un moment il était bloqué justement par rapport à l'écriture du film, et qu'il avait pris une pause pour aller à Paris, et qu'il avait été à l'opéra, et c'est ça qui avait débloqué la scène, qui est un petit peu, peut-être pas une scène canonique parce que Tom Cruise il fait pas des trucs impressionnants, mais c'est un peu la scène où moi je sais que à chaque visionnage du film je me dis ah putain, je me souviens pourquoi j'aime ce film. C'est vraiment le truc où je me dis ah ouais, là il se passe un truc, j'aime bien ce personnage de l'espionne, j'aime bien l'idée d'un kill qui est millimétré sur la musique, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'idées que je trouve très très intéressantes, et dans cette séquence qui est assez longue, assez posée, plutôt classe ma foi, et je trouve que quand tu sais qu'il l'a eu un petit peu au dernier moment en prenant une pause, c'est tout à fait surprenant que derrière le scénario fasse sens par rapport au 4, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, est vachement flottant, alors que là, en voyant le film, je me suis dit ouais, c'est toujours un petit peu forcé, etc. Mais je sais pas, les persos ont tous un rôle intéressant à jouer. Il y a le côté double agent qu'on n'avait pas eu forcément par le passé, parce que dans Mission Impossible 2 on a un ancien de l'IMF, mais on sait tout de suite que c'est un méchant, il n'y a pas forcément de suspense, etc. Donc je le trouve vraiment pas mal, malgré son écriture sans doute un peu chaotique, et j'ai hâte de voir du coup ce que va être Fallout, savoir s'il a connu un sort assez similaire ou non. Et d'ailleurs, sur le rôle de l'agent double joué par Rebecca Ferguson, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression en tant que spectateur qu'elle est un agent double, alors que quand on écoute donc le commentaire audio, il dit que, et après, a posteriori, tu te rends compte, il dit qu'elle est tout le temps honnête sur ce qu'elle dit. C'est-à-dire que jamais elle ne fait, tu sais, elle joue sur une espèce de mensonge, Non, c'est les événements qui t'influencent, comme Tom Cruise est influencé lui-même. Enfin, exactement. Ethan Hunt, pardon. Et ça, c'est génial. Mais ouais, je trouve que c'est là où le film marche. En fait, il y a une espèce de vérité, plus une réaction un peu émotionnelle aux scènes où tu te dis ah, j'ai envie de me méfier de cette Ilsa Faust, qui d'ailleurs, je trouve que est un superbe ajout à la franchise, quoi. Je trouve que c'est vraiment un rôle un peu à la Catwoman, à Erin Adler, etc., qui manquait un petit peu à Ethan Hunt, qui a toujours eu ce côté bon, il a 2-3 love interest. Fandy Newton devait revenir à l'époque du 3 et finalement n'a pas pu. Ils lui ont donné une femme, mais au final elle est absente du 4 totalement jusqu'à la fin, donc pas totalement, mais au final c'est plus un gimmick qu'autre chose. Et là, avoir cette relation-là avec le perso sans que ça vire à une espèce d'histoire d'amour, coup de foudre au premier regard, ce genre de truc,
J'ai trouvé que c'était super intéressant. Et puis, le perso est juste hyper bien interprété et hyper classouille. Je me souviens que, du coup, à l'époque, il avait été vraiment beaucoup apprécié, ce perso, parce que, notamment, à un moment, elle retire ses talons pour courir. L'année où Jurassic World était sorti. Donc je me souviens que dans quelques critiques américaines, beaucoup de gens soulignaient ça, ce qui est vraiment un tout petit détail à l'échelle du film, mais c'est assez marrant de savoir que ce perso a eu aussi a fait partie, peut-être pas aussi fort que certains d'autres, mais de cette renaissance des héroïnes au cinéma, sans être non plus que sexualisée ou juste butée au bout d'une première scène ou que sais-je quoi. Et d'ailleurs, je crois que c'était Jessica Chastain qu'ils avaient en tête au début pour le rôle, mais qu'elle n'était pas disponible parce qu'elle n'avait pas envie de s'entraîner 6 mois pour faire la bagarre. Surtout que dans le commentaire audio, je reviens toujours sur lui, il disait que Rebecca Ferguson ne savait pas se battre ni tenir une arme avant de commencer le tournage de Mission Impossible. Ouais, donc il y avait beaucoup de tournage. Donc quand tu vois la qualité de sa prestation, et comme tu dis, pour moi ce personnage c'est vraiment ce qui amène Mission Impossible sur un autre plan, parce que cette présence qui n'est pas une présence amoureuse comme dans le Mission Impossible 2 où c'est pauvre d'une certaine manière. Ouais, c'est assez pauvre, on peut le dire. Pour le rôle d'un personnage féminin, dans le 4, c'est donc sa femme. Non, dans le 3, c'est sa femme. Malheureusement, c'est un peu une victime. Donc super. Ouais. D'ailleurs, qui aurait dû se faire tuer, mais qui se fait pas tuer parce que c'est quelqu'un qui portait le masque. Super. Comment désamorcer un effet de manière complètement ravagée. C'est d'une pauvreté, c'est triste. Ça suffit, arrête de taper sur Mission Impossible 3. On parle de Rogue Nation, là. Mais ouais, je trouve que sa prestation, et je pense qu'ils ont enfin offert un alter ego à Ethan Hunt, et même quelqu'un qui est capable de tenir face à Tom Cruise, qui ne s'écrase pas, qui n'est pas un faire-valoir ou un personnage comique, comme peut être Benji, et je pense que Benji pourtant apporte beaucoup à la série. Notamment dans ce film, la scène qu'il a avec Ethan où il dit maintenant t'arrêtes de me prendre pour ton IT guy, je suis un vrai agent et tout, je la trouve vraiment assez touchante. Alors qu'il se fait kidnapper et qu'il fait la demoiselle en détresse. Oui, mais en même temps c'est sympa d'avoir un peu cette réflexion-là au sein du film. Et ce qui est intéressant, c'est que la fille, donc Rebecca Ferguson, a une scène de combat. Et elle n'est pas du tout parasitée par Tom Cruise ou par la présence de Tom Cruise. C'est vraiment, elle a son propre son vilain, d'une certaine manière, avec lequel elle va s'affronter. Là où Tom Cruise, d'une certaine manière, comme on en revient au questionnaire, lui n'aura pas cette confrontation-là avec son ennemi dans le film. C'est elle qui l'a. Et je crois d'ailleurs que le kill count, jusqu'au kill count, ils ont respecté ça, c'est-à-dire qu'on voit tuer, Ilsa Foss dans le film, elle va tuer jusqu'à peut-être une douzaine ou une vingtaine de personnages, de méchants, alors que Tom Cruise n'en tue que 7 dans le film, ce qui est extrêmement bas par rapport à son rythme habituel. Et du coup, elle est un petit peu traité comme une sorte d'Ethan Hunt au féminin, sans qu'il y ait l'emphase non plus sur le féminin, c'est-à-dire qu'ils en font pas des tonnes, même si forcément elle arrive à l'opéra dans une superbe robe jaune et que sais-je, mais je trouve que, comme tu disais, il n'y a pas cette idée de comparaison, ils sont pas non plus en compétition, c'est ça qui est intéressant avec le personnage d'Ethan Hunt, qui n'est pas non plus tout de suite méga charmeur, hyper séducteur, en mode agressif comme James Bond, tu vois, pour faire la comparaison. Alors que là, on a une présence très britannique, même si Rebecca Ferguson est suédoise, il me semble, à l'origine, mais et je trouve que ça marche vachement bien, comme tu dis, ça élève le film, et il y a plein d'autres ajouts que je trouve intéressants aussi, hein. Même Baldwin qui devient chef de la CIA après avoir joué Jack Ryan, qui le devenait aussi dans les romans. Je trouve ça super marrant, et puis il y a beaucoup de petites modifications que je trouve intéressantes. On parlait de ce bon Jeremy Renner qui était plus ou moins un faire-valoir au cas où il faille remplacer Tom Cruise dans le 4. Là je trouve que dans son côté liaison entre le gouvernement et la force Mission Impossible, il est assez bon en fait dans ce rôle-là, et il a une vraie place et pas juste une espèce de Tom Cruise en devenir comme on essayait de nous faire croire le 4e film.
Et est-ce que Tom Cruise est le dernier héros d'actionneur ? Bah non, je pense pas, parce que le dernier héros, c'est marrant comme terme, du coup, ça pourrait être le dernier acteur et c'est le dernier héros. Mais je voulais faire un jeu de mots avec Last Action Hero. Ouais, j'ai bien compris. Je pense pas, non, parce qu'en fait, il y en aura moi, toujours. je pense que oui, moi. Ah bah vas-y, alors commence. Il y a quand même peu d'acteurs encore au jour d'aujourd'hui qui font les cascades comme Tom Cruise fait les cascades. Mais c'est pas techniquement une caractéristique d'un héros d'actionneur. Il y a beaucoup de mecs comme de l'actionneur qui sont imposés sans faire leur cascade, ou en tout cas toute leur cascade. Ouais, mais je trouve que ça apporte quand même du charme. Mais c'est plus que du charme, ça apporte une crédibilité. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand tu vois The Raid, les acteurs de The Raid qui font vraiment les combats, c'est pas Roger Moore qui est doublé tout d'un coup par quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. Mais tu prends deux extrêmes, mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais en cela, ouais, sans doute, parce que, mais en même temps, il a aussi un luxe, c'est-à-dire que on a toujours l'impression de dire, ouais, il est super, il est vraiment très très fort, il va plus loin que les autres, mais il y a peu de compagnies d'assurance et de gens à Hollywood qui laissent un acteur faire ce que fait Tom Cruise sans que ça devienne problématique, quoi. Lui, il a ce star power là où au final il s'impose même aux compagnies d'assurance et il dit vous démerdez, vous créez un forfait spécial pour moi, tant pis, je le fais. Ce qui est complètement ouf d'ailleurs, parce que je crois que Tom Cruise c'est le dernier acteur à avoir été signé par Paramount comme l'une des stars, parce que à l'époque les studios achetaient louaient en fait les stars pour un certain nombre de films, et du coup les étoiles au-dessus du logo Paramount, il me semble que c'est tous les acteurs qu'ils ont un jour loué ou acheté entre guillemets, et il me semble que la dernière étoile, ou en tout cas le dernier acteur, parce qu'ils ont peut-être pas compté toutes les étoiles, mais le dernier acteur à avoir eu ce type de contrat, c'est Tom Cruise. Et du coup ce genre de mecs, ils sont tellement précieux qu'en principe ils font pas leur cascade, et c'est comme ça, quoi, et t'as pas vraiment quelque chose à dire. Mais en cela, du coup, il est peut-être le dernier héros, mais en même temps j'ai envie de te dire que la résurgence de figures un peu comme The Rock par exemple, pour moi c'est un héros d'actionneur comme il y en avait dans les héros dans les années 80, mais c'est aussi le problème, c'est-à-dire que il a pas non plus modernisé le truc, et tu pourrais imaginer un monde totalement dystopique où ils refont tous les films d'Arnold avec The Rock, tu vois. Ouais, mais The Rock par exemple, il a pas un film canonique. Il a pas encore son gros film, c'est pas Rampage, qui est sympathique au demeurant, mais Pain and Gain. Il a pas encore soit sa licence, soit son Terminator, soit son, où tu te dis ouais, ce gars, tu vois, il est juste sympathique, il montre ses muscles, il fait 3-4 cabrioles et encore. C'est aussi parce qu'on construit plus les franchises autour de certains acteurs, et c'est une partie de l'effet Marvel Studios. C'est-à-dire de dire, on a pris des mecs, on construit autour d'une franchise, autour de la propriété intellectuelle, et ça peut être incarné par un autre personnage si on a envie, et tant pis, tu vois. Et un modèle un peu série télé où les recasts sont quand même globalement plus fréquents, quoi. Tom Cruise, il est quand même issu d'un moule où Mission Impossible, c'est arrivé dans la fin des années 90, donc on est dans l'héritage direct de l'actionneur, et aujourd'hui, t'as un peu l'impression que c'est la seule licence d'actionneur à proprement parler aussi, tu vois. Mais c'est pour ça que je demandais si c'est vraiment le dernier. Bah oui. Bref. Donc, est-ce que les Missions Impossibles se réduisent à ces cascades ? C'est comme quand on disait que Shane Black se limite à ses gimmicks, tu vois. Je pense pas que ce soit vrai. Après, force est de constater que la façon dont tous ces films s'arrangent et s'articulent, c'est bien la construction des fameuses cascades et leur exécution par l'acteur principal, Tom Cruise. Donc je pense pas que ça peut s'y réduire, mais en même temps on va être très trivial, mais tu vois ce qu'on disait sur Mission Impossible 3, au final moi je l'aime bien, tu l'aimes pas, mais on est quand même d'accord sur le fait qu'il n'y a pas cette espèce de scène canonique et que ça manque, quoi. Donc quelque part, c'est que nous aussi, on a besoin de ce genre de scène cascade de ouf, quoi. Mais je pense pas que ça se résume à ça. Je pense que la dimension d'équipe, le fait que Tom Cruise... Tu vois, je pense que par exemple, Tom Cruise, même à 70 piges en leader d'équipe, et il fait plus de cascade, c'est quand même Mission Impossible, alors qu'un autre acteur qui ferait pas ses cascades, ce serait pas Mission Impossible. Et du coup, je pense que son star power à lui, l'équipe, les gadgets, et aussi l'idée qu'on puisse changer de réalisateur. Bon, on va parler de Fallout bientôt, je pense, mais ça fait aussi partie de
de ce qu'est la franchise. Donc je la limiterai pas à ces cascades personnellement. Non, moi non plus. Je pense que l'impact des réalisateurs, c'est-à-dire qu'on a quand même eu la chance d'avoir quand même une franchise avec des réalisateurs avec des vraies visions de réalisateurs et juste l'image. C'est-à-dire que la proposition d'image, au-delà de la cascade, a toujours été quand même d'une qualité haute. Mais est-ce que c'est pas aussi ça qui cristallise un peu le succès de la franchise Mission Impossible ? C'est-à-dire que d'un côté, on a un côté très populaire dans la cascade, dans l'idée que mes parents vont voir un film juste parce qu'il y a Tom Cruise, qu'ils vont voir un film... Moi aussi, je le fais aussi, hein, je veux pas les dénigrer, mais je prends vraiment l'exemple de mes parents qui sont pas des gens qui vont régulièrement au cinéma, mais ils vont voir le nouveau Tom Cruise parce que c'est le nouveau Tom Cruise et qui fait ses cascades. C'est ce côté un peu populaire de renouer au côté un peu forain quoi, du cinéma d'action et du cinéma en général. Et d'un autre côté, t'as ce côté cinéphile de dire à chaque film, ou presque, il faut vraiment qu'on parle de Fallout, on vous ramène un nouveau réal, vous qui êtes cinéphile, vous qui avez envie de voir quelque part la même sauce arrangée, plutôt le même plat servi dans différentes sauces. Et du coup, je trouve que ça résume un peu le succès de la franchise, quoi. C'est que ça parle à deux types de spectateurs qui sont en gros les deux types qui font tourner les salles, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que James Bond prend ce courant-là quand tu vois donc l'arrivée de Danny Boyle dans la franchise et le fait qu'il passe à un nouveau réalisateur qui a une patte beaucoup plus affirmée et qui a un réalisateur aussi plus affirmé que le réalisateur de GoldenEye, Martin Campbell, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Et de Casino Royale. Et de Green Lantern aussi. On ne parle pas de ça. Était beaucoup plus un faiseur que quelqu'un qui est capable de construire un univers. C'est pas Brad Bird, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une dimension visuelle où tu te dis mais qu'est-ce que c'est beau visuellement quoi là. Les perspectives, la scène du parking dans le film de Brad Bird. À la fin, l'immeuble, le générique d'intro, tout ça, il y a tellement de choses qui te frappent. Dans le film de John Woo, je sais pas si t'as remarqué le regard des acteurs. Ouais, à fond. Bah, il y a souvent des gros plans aussi, jusqu'à l'œil de Tom Cruise menacé par ce couteau à la fin du film. Et donc, John Woo voulait éclairer et montrer les acteurs et montrer leur jeu dans leurs yeux. Et il y avait donc deux lumières qui étaient, en plus de la lumière donc, qui était nécessaire pour le plateau, il y avait deux lumières qui étaient fixées sur les yeux des acteurs. Quand tu découvres ça, quand tu vois ça, c'est génial. C'est pas Martin Campbell qui ferait ça, quoi. Ou je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression. Et donc, évidemment, vu que j'aime James Bond, je trouve quand même que ce dernier épisode amène quelque chose qui est très James Bondien, qui est le syndicat. Ouais. Bah, le personnage dont j'ai oublié le nom, Solomon Lane, qui est du coup un ancien du MI5 ou MI6, qui du coup est devenu cette espèce de prince de cette organisation terroriste qu'on appelle le Syndicate, est inspiré du vilain de Spectre, du Blofeld. De Blofeld, voilà, l'original. Donc, notamment la présence du col roulé, la façon dont le costume est taillé, même, il serait pas étonnant de le voir en train de gratouiller un chat, quoi, à un moment ou un autre, ou conspirer dans l'ombre. Et il y a ça, il y a le fait qu'on voit aussi, je sais pas si t'as fait attention quand je l'ai rematé, dans la scène de l'opéra, devant dans les voitures garées, il y a l'Aston Martin de James Bond, ce qui est quand même ouf, tu vois. Et on a parlé de différentes... je sais plus, il y a énormément de connexions. La scène du train a été tournée à Pinewood sur le plateau de James Bond pour le premier Mission Impossible, donc c'était déjà à l'époque très connecté. Dans Mission Impossible 2, on l'a dit, la scène de voiture, elle est inspirée de GoldenEye, de Martin Campbell. Mission Impossible 3, je sais pas trop s'il y a des références à James Bond. Et puis, le scénario même de Mission Impossible 4 fait vachement penser à un James Bond il y a quelques années, quoi. Donc... on est carrément dans un délire de plus en plus proche, jusqu'à la présence du coup de l'intelligence britannique de cette franchise-là. Donc là, je vais lancer un jingle versus. Ok les gars, allez-y. Je vous ai donné les consignes, hein. Je vais juste vous les répéter encore une fois. Pas de coup bas et pas de coup du lapin. En cas de knockdown, vous allez dans le coin que je vous indique et vous y restez jusqu'à ce que je vous dise de revenir. C'est bien clair ? Pas de questions ?
Ok, alors retournez chacun dans votre coin. Je vais te péter la gueule. Donc la question c'est, est-ce que tu es plus James Bond ou Mission Impossible ? C'est une question assez difficile parce qu'il y a beaucoup plus de films James Bond, donc j'aime potentiellement plus de films James Bond que j'aime de films Mission Impossible. Donc je sais pas, est-ce qu'on parle des personnages ou juste de la franchise globalement quoi ? Bah ce que tu veux, des personnages... Je crois que je préfère Ethan Hunt. Bah je préfère Ethan Hunt à James Bond parce que... Et c'était déjà le cas dans les écrits de Fleming, mais je veux dire, James Bond est un personnage détestable, globalement. Donc, ce qui n'est pas le cas de Ethan Hunt, qui est plutôt quelqu'un d'assez admirable, assez courageux. Alors après, il manque, comme James Bond d'ailleurs, dans la plupart de ses aventures, de character development. C'est un personnage qui évolue très peu, parce qu'il est incarné par différents acteurs, c'est pas encore le cas de Ethan Hunt, ou que toutes ses aventures sont des stand-alone. Donc, et c'est là où je trouve qu'un Fallout va être très intéressant, avec le même réalisateur et une suite directe du précédent. Mais je pense que Ethan Hunt est un meilleur personnage que James Bond. Après, James Bond, c'est des personnages archétypaux, quoi. Je sais pas si quelque part ils sont vraiment meilleurs à partir du moment où ils se résument à être des superbes et des super espions, quoi. Après, James Bond a quand même un passif plus lourd, la misogynie. Alors après, c'est un personnage des années 60 et c'est pas un personnage qui a été pensé comme un personnage assez progressiste. Mais malgré tout mon amour pour James Bond, je préfère Mission Impossible. Je pense qu'il y a plus de meilleurs films Mission Impossible que de meilleurs films James Bond. Oh, c'était dur, mais je vois ce que tu veux dire. Après, pour revenir sur ce que tu disais sur la création du personnage de James Bond et qui est antérieure à celle de Ethan Hunt, je veux dire, moi ça me dérange pas que James Bond soit un salaud, tu vois. Je veux dire, ça serait presque intéressant, et c'était plus ou moins le cas de Casino Royale, de voir que le mec était juste destroy, complètement irresponsable, et qu'il était encore plus flingué après la mort de son premier vrai amour, tu vois. J'aurais trouvé ça intéressant en tout cas, puisque ça n'a pas vraiment été le cas, de continuer de vendre cette licence sous l'angle de ce type est détestable. Mais justement, c'est ça qui rend intéressant la franchise. Il y a ce côté un petit peu adulte de c'est pas juste Roger Moore ou Pierce Brosnan qui fait des blagues et des punchlines en tuant des méchants, tu vois. Mais au final, ils ont pas réussi à garder ça sur la durée. Donc, de la même manière qu'ils arrivent pas vraiment à faire décoller le personnage de Ethan Hunt sur des trucs bien précis ou essayer de raconter une histoire plus personnelle autour de lui, quoi. Je trouve que je vais revenir sur J.J. Abrams, mais J.J. Abrams a quand même réussi ça, de lui donner beaucoup plus de corps, même si les autres films l'ont pas vraiment suivi. Je trouve que quand même il a réussi quand même ça à lui donner vraiment c'est ce que j'aime bien avec le film. C'est ce que j'aime bien avec le film, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, moi j'attends vraiment Fallout aussi pour ça. J'empiète peut-être sur les questions que tu as posées par la suite, mais parce que on est dans le même cas de figure que Casino Royale, qui a été enchaîné avec Quantum of Solace. C'est-à-dire que c'était le premier de la franchise à dire ok, c'est une suite directe, on reprend juste après, on a un personnage qui vient de subir quelque chose, et là globalement Ethan Hunt a failli être détruit par cette espèce de vilain qui est pas mort. C'est la première fois aussi que le vilain on s'en débarrasse pas à la fin du film, donc là on l'a au début du prochain film. Il va avoir un antagoniste direct qui sera joué par Henry Cavill, et un antagoniste physique qui plus est, donc il y a vraiment un côté de on est dans cette prolongation de cette idée de on va avec le même réal dans une suite directe. C'était pas avec le même réal pour Quantum of Solace, mais à la base l'idée, si la crise des scénaristes, la grève des scénaristes n'avait pas frappé, c'était vraiment de faire une suite de Casino Royale. Et je trouve ça intéressant que d'un coup la franchise se sérialise après 5 films qui sont quasi indépendants les uns des autres, quoi. Est-ce que ça serait un rêve de fan de voir un crossover entre James Bond et Mission Impossible ? Je sais pas si c'est un rêve de fan, mais c'est un rêve personnel pour moi, ouais. J'ai préparé un petit speech là-dessus parce que je trouvais que c'était l'une des questions les plus intéressantes de ton programme. Personnellement, moi, j'aime pas du tout la direction dans laquelle va la franchise James Bond, et on parlait d'Hannibal Buress tout à l'heure, et j'y crois pas une seule seconde. Mais pourquoi pas. Mais donc, du coup, pour moi, James Bond, a vraiment besoin d'un truc qui fait que je m'y intéresse de nouveau, tu vois.
Et donc quand par exemple Daniel Craig revient et qu'on a Danny Boyle, personnellement ça me fait pas sursauter. Donc j'aurais très envie d'avoir cette espèce d'électrochoc, et je pense que le crossover avec Mission Impossible, qui aurait presque pu s'imposer de lui-même avec Rogue Nation, pourrait être intéressant, parce que quelque part le temps d'un film, aujourd'hui avec toutes les débilités qu'on a à Hollywood, pourquoi pas se taper un crossover bien fait, parce qu'au final des crossovers bien faits, il y a des trucs assez intéressants qui se font, notamment du côté du comics, où c'est presque une tradition pour vendre du papier, mais où des fois les croisements entre les franchises sont pas si cons, quoi. Et j'aimerais bien qu'un jour un scénariste ou des studios s'autorisent à cette idée, tu vois, peut-être pas forcément l'amener jusqu'au bout en se disant finalement ça marche pas, mais au moins se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, tu vois. Est-ce que c'est pas intéressant quelque part, parce que spontanément notre réaction c'est de dire non, ça va être nimp, ils vont destroy les deux franchises. Mais sur le moment, tu regardes Rogue Nation, que j'ai revu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus trop. Direct, tu te dis, mais putain, c'est le moment, quoi. Genre, au final, on va avoir un agent qui est sans doute britannique, j'imagine, qui est celui de Henry Cavill, qui va courser, à moins que ça soit un agent de la CIA, je sais pas trop, mais t'aurais pu imaginer James Bond contre Ethan Hunt, tu vois, ou même un team-up, ou même un truc comme ça, quoi. Et au final, réintroduire un nouveau James Bond dans un film qui n'est pas un James Bond, je trouverais ça super intéressant, quoi. Et puis, ouais, je sais pas, ce serait pas si bête, tu vois. Je veux dire, James Bond, il déjoue des plans où le monde, t'as l'impression, va exploser toutes les 2 minutes, tu vois. C'est aussi le cas dans Mission Impossible. J'ai pas l'impression que ce soit des franchises qui évoluent aujourd'hui sur des plans vraiment différents, et encore moins avec Spectre ou Skyfall, où au final le scénario de Skyfall c'est le scénario de Mission Impossible 1, le scénario de Spectre c'est le scénario de Rogue Nation. c'est pas tout à fait, j'exagère un peu le trait, mais tu vois ce que je veux dire, on n'en est pas loin, quoi. On n'en est pas à Mission Impossible de Palma contre Meurt un autre jour, quoi. Tu vois, il n'y a pas cet écart là entre les franchises. Ah ouais, non, je pense que là, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, effectivement, comme tu le dis, la conjonction entre les deux univers pourrait fonctionner à merveille. Et en plus, tu vois, ça s'est fait presque... T'as presque l'impression qu'ils ont dragué dans la direction de James Bond avec Rogue Nation. C'est élégant, t'es à Londres, le personnage de Ilsa Foss, il ferait une super connexion. Ça peut avoir un vieux Bond ou un Daniel Craig qui est vieilli d'épisode en épisode comme tout le monde, mais qui a vraiment ce côté un peu bourru, un peu fatigué, tu vois, d'être James Bond. L'introduire là, face à cette équipe d'agents américains, je sais pas, il y a plein de sujets à traiter, même la façon je travaille avec des gens anglo-saxons au quotidien, mais les Britanniques et les Américains réagissent pas du tout pareil, tu vois. Et du coup, je pense que ça pourrait créer des décalages, et même, tu vois, en termes de jeu, et des trucs super intéressants. On a Simon Pegg, qui par ailleurs est britannique dans l'équipe des Américains, qui a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles jouer, je trouve. Et créer un scénario, tu vois, s'autoriser de dire ok, ça a l'air con, mais quelque part ça peut s'appeler tu vois, genre pendant un temps je crois que c'était pour Ghost Protocol, le film devait même s'appeler pendant un temps Ghost Protocol, parce qu'ils en avaient marre d'avoir Mission Impossible dans le titre, et que ils avaient bien aimé ce qu'avaient fait Jonathan et Christopher Nolan sur Batman, enfin après Batman Begins, c'est mettre The Dark Knight et pas mettre Batman dans le titre, quoi. Et tu pourrais imaginer que t'as un opus qui est comme ça, et limite si ça plante c'est pas canonique, et au pire si ça plaît tu peux continuer comme ça à faire des espèces de missions un peu parallèles. T'es même pas obligé d'avoir Ethan Hunt tout le long du film non plus, si tu considères que Tom Cruise doit pas jouer dans un crossover, quoi. Il peut être là et faire 2-3 trucs, enfin ça peut être super intéressant. Ça peut être aussi super nul parce que tu te fais affronter les deux agents et ça marche pas du tout et c'est complètement téléphoné, mais je sais pas, il y aura un truc à faire. En tout cas, il faut un James Bond qui soit capable de rivaliser. C'est-à-dire que James Bond, c'est un visage interchangeable. Il faut quand même quelqu'un capable de rivaliser avec Tom Cruise, même dans la démesure et dans la cascade. Bah, ce qui, d'après le trailer de Fallout, est Henry Cavill, tu vois, qui est britannique. Donc je sais pas si c'est censé jouer un agent du MI6 ou quoi, mais tu pourrais très bien dire que le mec s'appelle James Bond à un moment et ça choquerait personne, quoi. Mais bon. Surtout qu'en plus, cette espèce de comparaison qu'ils ont dans le deuxième trailer où Nana dit vous utilisez un scalpel, je préfère le marteau, tu vois. Enfin, pour moi, James Bond, c'est un marteau, quoi, très clairement, quoi. Ethan Hunt, c'est un scalpel, et effectivement, James Bond, c'est un marteau. J'ai en tête encore cette image où Daniel Craig traverse les cloisons dans Casino Royale. Est-ce que Mission Impossible peut se passer de Tom Cruise ? Parce que moi, dès que j'ai commencé à travailler sur le sujet, c'est la première question qui m'est venue. Est-ce que Mission Impossible peut suivre le chemin de James Bond ? On sait que ça a été difficile de remplacer Sean Connery. D'ailleurs, il y a un acteur qui l'a fait, et en fin de compte, ils ont fait revenir Sean Connery.
est-ce que Mission Impossible est capable de ça ? Je l'ai dit tout à l'heure, plus ou moins entre les lignes, non, parce que je pense qu'il faudrait qu'il soit toujours là d'une manière ou d'une autre, quitte à prendre un autre rôle. Enfin, toujours celui d'Ethan Hunt, mais dans une autre fonction peut-être. Ou même faire mourir le personnage ou le développer de manière assez surprenante. Mais d'un autre côté, cette espèce de coup de cœur qu'on a tous les deux et que je pense a eu une grande partie du public pour le personnage de Rebecca Ferguson montre que Mission Impossible, ça pourrait marcher avec un personnage tout à fait différent tant qu'il est attachant, quoi, et qui au final ne remplace pas Ethan Hunt mais peut-être arrive. C'est-à-dire que ça m'est apparu là quand on en a discuté alors que j'avais noté 2-3 noms sur ma fiche. Je me suis dit ouais, pourquoi pas au final Mission Impossible, mais avec cette idée que c'est plusieurs agences qui collaborent et que tu peux ajouter un certain nombre de gros noms au fur et à mesure en tant qu'équipe, mais tu auras toujours Rebecca Ferguson en lead. Pourquoi pas, tu vois, ce serait peut-être une manière. Je pense pas que ça ferait forcément les mêmes scores, ce serait tout aussi impressionnant, même si voilà, elle a fait ses cascades, donc pourquoi pas aller plus loin dans ce délire-là si ça l'intéresse. Et derrière, je pense que les gens viendraient et quelque part, il y aurait aussi ce désir d'avoir des figures féminines un peu différentes, quoi. L'idée que James Bond soit une femme, ça me parle pas du tout, tu vois, par exemple. Même si on en parle beaucoup ces derniers temps. Alors que l'idée que Mission Impossible puisse être dirigée par une espionne de la trempe de Ethan Hunt, ça je trouve ça hyper cool, tu vois. Ouais, carrément. Mais je pense que, de toute façon, féminiser un personnage existant, pour moi, c'est une mauvaise idée. Mais je trouve que Rebecca Ferguson pourrait reprendre le rôle. Ils ont bien pensé à Jeremy Renner à une époque pour le remplacer. C'est-à-dire que si tu vois Renner, tu vois Ferguson, tu dis il n'y a pas photo, tu vois, t'as un personnage, on connaît quasiment rien de lui, elle est tout de suite iconique, il y a plein de super scènes, elle a déjà un background, ce qui est quasiment pas le cas de Ethan Hunt où au final il a le passif du premier film mais c'est jamais trop utilisé par la suite. Donc le perso il est prêt à être utilisé et j'espère qu'il sera vraiment bien dans Fallout parce qu'en fait cette cartouche là elle est limitée dans le temps et je pense qu'avec le nouveau Mission Impossible si elle est mise de côté ou que elle est pas aussi marquante, s'il est juste un peu moins marquante ça ira, mais si vraiment elle est un peu ignorée dans le film ou pire qu'elle ne s'en sort pas, je pense que les mecs auront vraiment flingué un truc qui est comme le crossover avec James Bond présenté sur un plateau d'argent, quoi. Surtout que ce que j'aimerais voir, moi, c'est... et j'imagine, je suis dans la fiction, mais qui font comme avec le Mission Impossible 1, ils tuent le père. Et qu'ils lancent Rebecca Ferguson comme l'héroïne de ces Missions Impossibles. Mais ça aurait presque été intéressant. Alors, on n'est pas non plus à l'abri que ce soit le cas par la suite, je sais pas. S'ils ont à un moment pensé à Renner pour remplacer Cruise, c'est qu'il a déjà exprimé le vœu de partir plusieurs fois au cours de l'histoire de la franchise. Techniquement, on n'a pas encore de nouvelles d'un prochain épisode. Ce serait dommage que Macquarie revienne une deuxième fois, parce que c'est déjà quelque part un petit peu dommage qu'il revienne, même si ça a du sens puisque c'est une suite directe. Il y a un moment, une scène où elle dit ouais, te mets pas en travers de mon chemin et tout, et je me dis putain, ce serait quand même super stylé que t'aies cette espèce de fin pour Hunt, pas forcément heureuse, mais au moins qui ait du sens. Il y a un truc qui bloque à un moment, et comme tu dis, voilà, il la lance presque en cours de film, tu vois. Et ça pourrait être intéressant. Je pense pas que ce soit le film, mais ils peuvent encore paver le chemin et commencer un peu à teaser de la même manière que certains films Marvel le font. Tu sais, ils te mettent une scène d'action avec tel perso, et ils regardent un peu comment les audiences réagissent, et après ils se disent ok, on peut valider tel film. Surtout que ce qu'il faut considérer, c'est que Tom Cruise a tourné sur une longueur de temps plus importante les Missions Impossibles que tous les acteurs qui sont succédés à faire James Bond. Il a été plus longtemps Ethan Hunt que n'importe quel, que Sean Connery, Roger Moore et tout ça, un James Bond. Ouais, j'ai vu l'information et je me dis c'est révélateur. Ouais. Et puis de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs dans le dernier, c'est vachement bien. On commence à voir l'âge, on commence à voir Tom Cruise avec ses faiblesses. D'ailleurs, il joue aussi sur le fait, il casse un peu le mythe, c'est-à-dire que quand il se retrouve dans l'opéra à combattre un gars qui est beaucoup plus grand que lui, sachant que c'est quand même un type qui a quand même une taille assez modeste, c'est super intéressant que d'avoir tout d'un coup un personnage qui, le remettre à un certain niveau, même s'il gagne au final, comme ça, de pouvoir
émietter un peu le mythe sans forcément le casser. Et je trouve que Rebecca Ferguson prend, on l'a dit, on l'a redit, mais prend la relève à merveille, et je pense qu'elle mérite d'exister dans d'autres films. J'aime pas l'idée de faire un spin-off de Mission Impossible. Moi, j'aimerais qu'elle reprenne Mission Impossible, parce que de toute façon, de fait, Tom Cruise ne va pas pouvoir, sur la durée, continuer à incarner Ethan Hunt. C'est pas possible. Ouais. Bah, ou alors il considère vraiment qu'il a un autre rôle à jouer, que tu vois, il y a une fonction qui lui irait pour créer la transition, peut-être juste le temps d'un 7e film où où lui est pas forcément dans l'action, et après ce serait sympa aussi que ça se fasse de manière assez radicale et dire ok, on croit à mort en cette actrice et en ce personnage, on y va, go. Mais effectivement, je pense que la relève, elle est là plutôt que dans un recast du personnage ou même dans un reboot, quoi. Ouais, mais je pense aussi, je pense qu'il faut pas recaster Ethan Hunt. Je pense qu'ils ont une perle, et tu l'as dit, ils ont une perle là, dans 2 films, ils la flinguent, quoi. Parce que de toute façon, Tom Cruise, là tu vois l'âge, tu commences même s'il est fantastique dans ses cascades et tout ça, et on va évidemment parler du prochain film, en tout cas des trailers et de ce que ça augure, mais il reste que de toute façon, tu peux plus tu peux plus l'imaginer à un moment donné, on va plus pouvoir l'imaginer faire certaines cascades. Et non pas parce qu'il pourra plus le faire techniquement, mais parce qu'il aura plus l'air de pouvoir le faire. C'est ça qui est presque ironique, mais tu vois, t'as des trucs où tu te dis, t'as pas forcément envie, une fois que le mec aura telle ou telle tête, de le voir faire certains trucs, parce que ça te sortirait un peu du film presque, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est le syndrome Roger Moore. Roger Moore, c'est ce qui lui est arrivé dans James Bond, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu finissais par ne plus y croire, parce que aussi sympathique qu'il pouvait être comme acteur, tu l'imaginais plus du tout comme un personnage d'actionneur. Et c'est dommage. C'était dommage pour lui, parce que d'une certaine manière, il a fini par égrener des films de trop qui ont fini par, d'une certaine manière, ternir la licence James Bond. Puis Tom Cruise s'est beaucoup amusé. Je pense qu'il a encore peut-être des choses à faire, d'autres rôles à jouer, tu vois, avec d'autres réalisateurs. On en parlait en début de podcast, donc je pense pas que ce soit forcément une énorme perte pour lui. Puis, je pense que c'est le genre de mec qui arrêtera jamais vraiment le cinéma, tu vois, mais en même temps, avec l'âge, viennent d'autres types de rôles qui pourraient être plutôt intéressants, quoi. Et surtout que lui, il a le luxe, en plus, d'être le producteur du film, c'est-à-dire qu'il peut très bien décider de se retirer et de lancer quelqu'un d'autre, et d'être toujours à la manœuvre. Symboliquement, je trouverais ça fort. Ouais, moi aussi, je trouverais ça excellent. J'adorerais. Should you choose to accept it? I wonder, did you ever choose not to? The end you always feared is coming. And the blood will be on your hands. The fallout of all your good intentions. Et donc évidemment on va passer à Mission Impossible Fallout. Et qu'est-ce que t'attends de ce Mission Impossible ? Comme je disais tout à l'heure, le côté suite directe m'intéresse vachement. L'idée pour la première fois un réalisateur reprenne directement les commandes est à la fois est à double tranchant, parce qu'à la fois je trouve ça vraiment intriguant. D'un autre côté je me dis ça peut être dommage qu'on soit aussi sur le même ton. Après l'un explique l'autre, c'est-à-dire que vu que c'est une suite directe, c'est peut-être aussi logique que d'un coup l'esthétique, le scénario, l'ambiance globale change radicalement parce qu'on a fait venir tel ou tel réalisateur. Donc j'attends ça, et après je m'étais privé du deuxième trailer que j'ai dû voir malgré moi en salle. On allait voir Jurassic World Fallen Kingdom, pauvre de moi, mais j'ai surkiffé ce deuxième trailer qui a l'air de vendre en fait une espèce de track de Ethan Hunt par un adversaire, pas par une espèce de syndicat, de société du crime, de personnage un peu nébuleux, mais vraiment un mec qui recharge ses bras et est capable de le soulever, quoi. Et du coup je me dis, c'est ça qui manquait, je trouve, encore à Ethan Hunt, c'est que Philip Seymour Hoffman avait donné ce côté un peu vilain, pernicieux, qui rentre dans la vie personnelle du mec. On avait eu beaucoup de vilains un peu concept, type je suis une organisation, je suis un ancien espion, des trucs qu'on a déjà vu 100 fois.
On n'avait pas encore eu cette espèce de vilain physique qui est généralement chez James Bond, pour faire la comparaison, c'est le vilain intermédiaire, quoi, avant le grand vilain. Donc là, t'as un requin requin de James Bond, qui peut techniquement être l'espèce d'antagoniste permanent du film et peut rejoindre l'équipe par la suite, un peu à la grande mode Fast and Furious, du méchant qui rejoint l'équipe, tu vois. Et il y a quelques scènes qui ont l'air assez phénoménales, et si j'en crois un petit peu le découpage que je me fais du film dans la tête grâce au trailer, il est tout le temps sur ses talons et ça peut donner un truc super intéressant, surtout si Rebecca Ferguson n'est finalement pas de son côté ou qu'elle a d'autres choses à faire. Voilà ce que j'attends du film. Mais ouais, je trouve que ce nouveau personnage apporte quelque chose. J'espère qu'il va pas effacer Rebecca Ferguson. Ouais, moi aussi, mais en même temps, je me dis, s'ils ont réussi à nous l'imposer face à Tom Cruise et Ethan Hunt, qu'on avait déjà vu dans 4 films, tu vois, donc là... J'aime ce côté un petit peu choral, avec sa femme qui revient, toute l'équipe habituelle, et ces 2 nouveaux personnages, tu vois. Donc, après, ça fait quand même beaucoup de listes, beaucoup de choses sur la liste que Macquarie aura à gérer. Après, là, il est plus ou moins en totale possession de son film, d'après ce que j'ai compris, et qui s'est fait de manière un peu plus fluide que le précédent. Donc, ça peut vraiment donner de grandes choses. Et en tout cas, juste visuellement, ce qu'on voit le trailer, tu te dis, il y a déjà au moins 2 scènes canoniques, parce que toute la scène coursuite à Paris, pour nous autres Français, ce sera, je pense, juste un plaisir à voir quand tu connais la ville et que tu sais qu'ils ont eu des autorisations de tourner dans des endroits où qu'on voit très peu, parce que c'est très difficile de les avoir. Et puis la scène de l'hélicoptère, c'est juste complètement dingue de se dire que Tom Cruise est vraiment en train de conduire et l'hélicoptère et les caméras qui y sont attachées, tout en étant coursé par d'autres hélicoptères, et faire des plongeons avec son véhicule. Enfin, c'est juste complètement ouf. Tout ça filmé parfois en caméra IMAX. C'est Day One dans les salles équipées, parce que t'es dans cette proposition, j'y reviens tout à l'heure, de cinéma forain, quoi. Où au final, c'est dommage si Rebecca Ferguson s'impose pas, que le scénario est un peu moins bien, etc. Mais tu ressortiras pas dégoûté, parce que t'y vas pour voir des trucs et ils seront là et tu le sais, tu vois. Et limite, tout le reste, c'est bonus, comme on l'a dit avec Ghost Protocol, quoi. Le scénario fonctionne pas de ouf, il te laisse pas un souvenir impérissable. Tu retiens quand même ces scènes-là, tu les as vues sur grand écran, t'as envie de les revoir, tu as un match sur YouTube quand t'as l'occasion, et quand les gens ont pas vu le film, tu fais putain, t'as pas vu le film, alors que putain, Tom Cruise il fait ça à un moment, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien avec Mission Impossible quand même, malgré les défauts qu'on peut trouver aux différents métrages qui composent cette franchise. Donc on va s'arrêter là. Yes. Je te remercie Thibaut. C'est un plaisir, j'avais vraiment envie de parler de cette franchise, la revoir et attendre beaucoup Fallout m'a vraiment mené sur la voie de ce podcast, et ça, c'est un superbe moyen de patienter. Mais voilà, maintenant je vais de nouveau être sur les dents, mais merci pour l'invite encore une fois. Et donc quelle est ton actualité ? Toujours à bosser sur des projets perso, que sont notamment mon podcast Star Wars qui s'appelle Outrider, que vous pouvez trouver sur Twitter, sur Facebook et bien sûr SoundCloud et iTunes si vous avez l'intention de l'écouter. Après, sur les réseaux sociaux, on met quelques news, des petits mèmes et des jolies illustrations, donc si vous aimez tout ça, allez-y. J'ai d'autres trucs en tête sur lesquels je bosse de manière assez soutenue aussi, mais j'ai retrouvé un boulot depuis mon départ de Sci Fantasy, donc tout ça bien sûr me demande pas mal de jonglage. Je compte pas non plus ralentir pour autant, donc on peut se retrouver déjà 2 fois par mois autour d'un podcast Star Wars, c'est pas mal. Et voilà. Et oui, autre actu, j'ai participé, je sais pas s'il sera en ligne au moment où tu diffuseras ce podcast, probablement, en tout cas la première partie de hommage collatéral de notre ami César. J'ai rejoint Rafik Djoumi, Marc de CloneWeb et Alexis qui a beaucoup travaillé sur George Lucas et écrit un bouquin sur les différentes versions de Star Wars notamment. A un podcast sur Lucas que j'ai trouvé hyper instructif, dans lequel j'ai pas forcément dit grand chose contrairement à aujourd'hui, parce que j'avais des grands spécialistes en face de moi. La deuxième partie sera plus dans le Star Wars franchisé, avec la prélogie, avec Star Tours, avec le merchandising et tout ça, donc j'aurai sans doute plus de choses à dire à ce moment-là, donc je vous donne rendez-vous sur la deuxième partie. Donc j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont fait des retours sur le premier podcast. Si vous aimez donc Actionneur, n'hésitez pas à en parler autour de vous et laisser des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Ça aide au référencement. Donc on se donne rendez-vous dans un mois avec un numéro plus léger. À plus. Bisous.